Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast pour les gentils curieux du cloud. Je suis aujourd'hui avec Jérôme Blin. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour, c'est le carnaval aujourd'hui, donc le Ouais, c'est Brésil vrai. est en repos. Voilà, il est possible qu'on entende quelques tambours au loin, mais je ferai en sorte de bloquer le micro. Hum, c'est vrai. Moi aussi, au Portugal, c'est pareil, c'est le même carnaval, ça doit être transfert de culture comme ça. Et je suis aussi avec David. Bonjour David. Eh ben, bonjour Anthony, bonjour Jérôme. Bon, c'est pas le carnaval au bureau aujourd'hui, mais en tout cas, c'est la fête quand même. Et avec Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Anthony, bonjour Jérôme. On aimerait bien vous rejoindre soit au Portugal, soit au Brésil. On n'était pas loin, Ah, on était aux On États-Unis était la aux semaine dernière. États-Unis la semaine dernière, on était effectivement à Portland pour notre sales kick-off avec toute l'entreprise. 4000 personnes qui étaient réunies pour l'occasion. la grande question c'est, est-ce qu'il faisait beau? Eh bien, la question, Ça dépendait des jours. ça En dépend. tout cas, il faisait plus froid qu'au Brésil, à Portland, Ouais, ça c'est malheureusement. sûr. Ça, c'est sûr. Alors, revenons à notre podcast. Le sujet de cet épisode, c'est le data cloud, ou comment la modernité va architecturer vos data. À la base, dans la préhistoire de l'informatique, ou pendant très longtemps même, pour stocker les données, on avait besoin d'un petit disque dur, ou d'un SSD, encore plus petit, un OS, des fichiers, une DB. Ça, c'était à l'ancienne. Et de nos jours, on prend plutôt un block storage avec une VM, un object storage ou encore une DB managée. Et avec ces services, au fil du temps, tu vas voir que ton stockage se blinde. 100 gigas, 200 gigas, 500 gigas, 1 TB, 5 terabytes. Et là, il faut trouver des solutions. Parce que d'une, il y a ta DB qui est en train de galérer quand il faut que tu fasses des requêtes sur 10 millions de lignes. Mais aussi, augmenter la taille de tes stockages tous les 4 matins, c'est un peu chiant. Et c'est pour ça qu'on va s'orienter vers un data warehouse. En gros, j'ai toutes mes sources de données, je les envoie autre part, dans un endroit costaud, large, fait exactement pour des gros volumes de données. Et maintenant, on a un gros machin capable de scaler à l'infini. Petit souci, on a quand même pas mal de petits fichiers de données un peu bâtards, un petit peu dégueulasses qu'on doit stocker pour faire des analytiques, du type JSON, log ou encore. Et à la base, on se prend pas trop la tête, on met ça dans un object storage. Mais on a besoin de calculer des trucs à leur propos, d'en extraire des données, et donc dans notre archi, on va rajouter un data lake. Et là, on commence à avoir une stack de data moderne, capable de gérer des données structurées, des données semi-structurées et plus encore. Mais surtout, à ce moment-là, on a quoi? On a un data warehouse pour faire de l'analytique BI, on a un data lake pour les fichiers bruts, on a un object storage pour tout stocker, on a des jobs qui tournent la nuit, on a des pipelines qui cassent le lundi, et on a des coûts qui montent sans prévenir. Et surtout, 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 on a des équipes qui se battent avec l'infra au lieu d'exploiter de la donnée. Parce qu'en vrai, le problème, ça a pas été, c'est pas juste le stockage. Le problème, c'est de séparer le compute, le stockage. Le problème, c'est de scaler indépendamment les deux, de gérer la concurrence, de partager la donnée sans la dupliquer, sécuriser et gouverner proprement. Et bien sûr, tout ça sans passer sa vie à maintenir des serveurs. Et c'est là qu'arrive le concept du data cloud. Quand on parle de data cloud aujourd'hui, impossible de ne pas citer Snowflake, hein, c'est le grand nom qui revient forcément. L'idée est simple mais puissante. Un stockage central quasiment illimité, du stockage élastique à la demande, pas de gestion d'infrastructure, du data sharing natif, de la sécurité, de la gouvernance intégrée. Et je ne vais pas vous faire une énumération de toutes leurs features parce que en fait, nos invités du jour font partie du staff de Snowflake. Et ainsi, on va pouvoir leur poser toutes les questions à ce propos. Je me retourne virtuellement vers vous, messieurs. Alors, avant de commencer, il y a une question que je ne vous ai pas posée, c'est comment allez-vous? Beaucoup mieux maintenant que tu as expliqué tout ce qu'était le data cloud. Anthony, merci beaucoup. Ah bah, Non, non. justement, c'était ma première question. Est-ce que j'ai pas Ouais. dit trop de conneries sur la manière dont les choses évoluent, la manière dont les gens
perçoivent les problèmes qu'ils ont et pourquoi ils vont vers le data cloud? Je pense que globalement, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est vrai qu'on est né, nous, à un moment où on est né avec le cloud, en fait. Finalement, on est né grâce à la vision de deux Français qui ont vécu une révolution, quasiment une double révolution au même moment, l'arrivée du cloud. L'arrivée du cloud qui amène, bah, comme tu l'as cité, beaucoup de données également qu'on doit récupérer, des données de mobilité, des données d'Internet. Et des nouveaux formats de données, juste comme tu l'as cité tout à l'heure, qui étaient à ce moment-là un petit peu compliqués à gérer. Il y a eu à ce moment-là l'arrivée d'Hadoop pour gérer spécifiquement ce nouveau type de Ouais. données. Et nous, les deux fondateurs, on dit ben, pourquoi créer un nouveau moteur? Pourquoi pas utiliser celui qui existe déjà, que tout le monde connaît, hôtel SQL classique? Premièrement, première vision, on va dire. La deuxième, bah, le cloud. Le cloud, c'est quoi? Tu l'as dit tout à l'heure, une scalabilité quasiment infinie qui te permet d'aller avoir autant de machines que nécessaire, autant de stockage que nécessaire, et avoir cette capacité à payer le même prix pour 100 machines pendant une minute ou une machine pendant 100 minutes, c'est la même chose. Donc, quand on a cette capacité à portée de main, eh ben, on peut faire des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et c'est comme ça qu'est né un petit peu notre data cloud, finalement, qui a fortement évolué. Juste pour la petite histoire, tu m'arrêtes à un Non, moment ouais. si je parle de trop, mais pour la petite histoire, et je trouve ça génial, c'est j'ai rencontré les fondateurs qui viennent régulièrement en France, ils racontaient, bah, ils étaient en train de préparer leur business case et ils s'échangeaient des fichiers. Ils s'envoyaient par email des fichiers sur, bah, tiens, voilà ce qu'on va dire, voilà ce qu'on va faire. Et puis il y a quelqu'un qui passe qui leur dit, mais pourquoi vous n'utilisez pas Google Docs? Et ils découvrent Google Docs, cette capacité en même temps à pouvoir travailler dans un même fichier, et ils disent, mais pourquoi on n'aurait pas la même chose dans le data cloud? Pourquoi j'aurais pas l'unicité de la donnée et qui permette finalement la donnée à un seul endroit, de pouvoir la partager facilement dans un écosystème interne à l'entreprise, voire même avec des partenaires extérieurs, etc. Et c'est comme ça qu'est née vraiment bah, cette notion de data cloud telle qu'on le connaît. Après, il y a évidemment, on en reparlera probablement un petit peu plus tard, mais l'arrivée de LLM, de la Gen AI qui ouvre encore un nouveau pan de champ des possibles. Mais voilà, c'est ça le data cloud, et je pense que tu l'as bien défini. Voilà, c'est quelque chose qui est né il y a maintenant 12 ans, c'est ça? Ouais, 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 maintenant 12 ans. Ben, c'est devenu quand même une belle success story, effectivement, montée par deux Français. Il n'y en a pas non plus beaucoup qui sont arrivés à cette taille-là d'entreprise, avec ben, une valorisation importante, 12 000, plus de 12 000 clients aujourd'hui dans le monde, plus de 10 000 employés. Donc c'est une très belle success story dans l'IT et dans le cloud sur les dernières années. Il faut imaginer que la première version de Snowflake, c'est 2015. Donc, arriver à cette taille-là d'entreprise, dans, on va dire, une dizaine d'années, finalement, Top. c'est quelque chose d'assez remarquable dans le marché. Et à Oui, contre-courant, puisque à nous, bah, bon, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ouais. Et c'est vrai que Ça, là, c'est c'est très vrai. important. Et ça, c'est là, important parce que c'est ce qui sous-tend la plateforme Snowflake. ouais, tout à fait. Et c'est vrai que le premier principe, et d'ailleurs un de nos premiers clients, ou les premiers clients qui ont un peu co-designé la solution avec Snowflake, c'était les clients des services financiers. Et donc, à l'intérieur vraiment de la plateforme, au cœur de la plateforme, il y a cette histoire de séparation du compute et du stockage qui permet de scaler de manière illimitée, que ce soit en stockage d'un côté ou que ce soit en compute de l'autre côté, sur les traitements. Et il y a aussi un vrai sujet au niveau de la sécurisation, de l'anonymisation de la data et de la gouvernance de la data, c'est-à-dire gérer les accès à la donnée dans une entreprise at scale. Parce que les premiers clients, c'était des grandes entreprises de finances américaines. Et donc, le premier principe, c'est de dire, OK, on veut bien mettre notre donnée dans le cloud, mais par contre, comment on s'assure, un, qu'elle est sécurisée, et deux, qu'on la gouverne. Et donc, ça a été vraiment deux principes fondateurs de Snowflake, qui étaient de dire, on va créer un moteur effectivement hyper puissant, je dirais, et aujourd'hui qui est considéré comme peut-être le moteur le plus performant, ou en tout cas en rapport price-performance, le meilleur du marché. Mais en plus, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait intrinsèquement dans la plateforme un certain nombre de règles qui permettent la gouvernance et la sécurité de la donnée. Très bien. Est-ce que chacun d'entre vous, vous pouvez vous présenter à nos spectateurs, à nos deux téléspectateurs, nous dire d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites chez Snowflake? Ouais. David, tu veux commencer, je t'en prie. Ok.
Donc, moi, David Delon, j'ai rejoint Snowflake il y a finalement pas si longtemps, 9 mois. Je suis responsable des équipes avant-vente pour le segment entreprise en France. Avant de rejoindre Snowflake, j'ai passé une douzaine d'années dans le cloud computing, notamment chez Google Cloud. Et ça, c'est grosso modo, c'est ma deuxième partie de carrière, on va dire, hein, le cloud computing. Et avant, j'étais dans les telcos, donc j'ai vécu un autre moment un peu intéressant, puisque c'était le début de la mobilité, le début d'Internet en mobilité aussi. Donc c'était voilà, donc un moment très telco, un moment cloud computing. Ouais, et donc moi Arnaud Schiffer, je suis country manager pour Snowflake sur la France. Et j'ai eu un parcours aussi d'un peu plus d'une vingtaine d'années dans la tech. J'ai commencé dans les années 2000, dans le monde du hardware et du software, dans le monde du retail, de la distribution, sur tous les sujets d'encaissement, de révolution de l'encaissement dans les grands magasins, l'encaissement automatique, etc. Je suis resté une dizaine d'années et puis après, je suis passé dans le monde du cloud, justement, en rentrant dans une société qui, à l'époque, était en train de révolutionner la partie CRM qui s'appelait Salesforce et justement qui lançait la première application de CRM dans le cloud. Donc, je suis rentré chez Salesforce, j'ai passé quelques années dans cette société. Et puis après, j'ai rejoint pendant le Covid un autre secteur qui a beaucoup, beaucoup progressé dans l'IT, c'était la cybersécu. Et je suis rentré au moment du Covid chez Splunk, qui était un des leaders de tout ce qui est SIEM au niveau de la cybersécu. Et 2 ans après, j'ai rejoint il y a 4 ans Snowflake, où j'ai occupé différents postes de développement commercial pour m'occuper de différents secteurs d'activité de grands clients français. Voilà, avant de prendre ce nouveau poste depuis quelques mois maintenant. Très bien. Donc je pense que pour les questions qu'on a à poser, Jérôme, on est avec les bonnes personnes. Euh, Ouais. ma première question, je ne sais pas si vous le savez, mais chez Cloud Mercato, nous, notre activité principale, c'est de récupérer des données à propos de tous les clouds, les mettre dans notre DB et faire des benchmarks ou proposer ces datas à d'autres personnes pour propulser leurs idées. Et on fait beaucoup de comparaisons entre les services, produits et plus encore, prix, performance. Et euh, une question que je me pose souvent, c'est comment on arrive à sortir les clients de leurs produits classiques. Quand on dit leurs produits classiques, c'est-à-dire que on a un Amazon Redshift, on a un Google BigQuery. Comment est-ce qu'on dit à ces gens-là, viens chez Snowflake, qui n'est pas chez AWS, qui n'est pas chez Google ou qui n'est pas chez Azure ou autre? Comment on le sort, qu'on lui dit, prends un tierce party? Mm. C'est une bonne question. Je pense que déjà, Anthony, ça, enfin, il y a une partie de la réponse qui est dans la question, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui aujourd'hui, dans des environnements, on voit de grandes entreprises, sont multi-cloud par nature. Donc, ils ont plusieurs infrastructures. Et pour le coup, ils voudraient avoir aussi réconcilié la donnée dans un environnement data unifié, mais multi-cloud. Et donc, c'est là que notre valeur ajoutée, elle est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on va, en plus on va dire, des compétences naturelles qu'on a dans la data et dans le cloud, parce qu'on est vraiment issu et on est spécialisé, donc on est un best of breed de ce sujet-là, donc on fait la différence sur certaines fonctionnalités, mais aussi on amène une capacité à avoir une agnosticité par rapport aux infrastructures layers et aux infrastructures providers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on amène au marché et qui est très apprécié, c'est de pouvoir se dire, ben, Snowflake peut tourner aussi bien sur Google, sur une infrastructure Google, que AWS, que Microsoft. Donc ça, c'est déjà stratégiquement quelque chose que nos clients apprécient et ils aiment bien différencier la stack d'infra de la stack data finalement et pas de mettre entre guillemets tous leurs œufs dans le même panier. Donc ça, c'est un premier principe et on voit un deuxième principe aussi qui pointe, qui va plutôt concerner les couches du dessus et notamment maintenant l'arrivée des moteurs de LLM. Et parce que si tu regardes un petit peu les cloud providers et les moteurs de LLM naturels qui vont embarquer ou avec laquelle ils vont avoir une connivence naturelle, nous, cette agnosticité par rapport au cloud provider nous donne aussi une agnosticité par rapport à tous les modèles de LLM. Donc tout à l'heure, on va parler sûrement d'AI. On embarque, nous, on va dire tous les modèles, les grands modèles du marché à l'intérieur de notre data cloud et on les met à disposition as a service pour nos clients. Et on n'a pas quelque part de préférence ou d'acquaintance particulièrement avec un modèle. On est capable de mettre à disposition du Gemini qui vient d'environnement Google, aussi bien que du OpenAI, aussi bien que du Anthropic, aussi bien que du DeepSeek, etc., etc. Et donc, tu vois, ça nous donne finalement une position assez neutre dans l'IT au niveau de la data qui nous permet de travailler avec un ensemble d'écosystèmes, que ce soit les cloud providers, que ce soit les modèles de LLM, que ce soit aussi tous les outils du marché qui vont travailler autour de la data. On va parler de DBT, on va parler
d'outils comme Fivetran, etc. Donc, beaucoup d'autres outils dont les CDO et les entreprises ont besoin pour faire fonctionner leur stack data, avec beaucoup de simplicité, de naturel et de connexion. Voilà. Ok. Donc, que je sois chez AWS, que je sois on-premise ou avec ma super connexion 5G ici, je suis capable d'avoir un connecteur qui envoie vers Snowflake. Exactement, et tu es, capable d'avoir, voilà, tu es vraiment agnostique, tu es ouvert à tous les formats de données, et tu es ouvert aussi à toutes les sociétés qui travaillent autour de la data et qui vont te permettre d'arriver à ce que tu veux obtenir avec l'usage de ta donnée. Ok. Et physiquement, dans le concret, pas le virtuellement cloud, euh, où est-ce que Snowflake est? Vous avez vos DC, vous êtes chez Queenie, vous êtes en multi-cloud chez AWS, Google, ceux qui vous permettent d'accéder, d'être au plus près de vos clients. Comment est-ce que vous architecturez physiquement votre Eh réseau ben, et votre infra? physiquement, écoute, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on est effectivement multi-cloud. Multi-cloud, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déployé chez ces clouders qu'on a cités. Donc, on a des instances de Snowflake qui existent chez Google, chez Amazon ou chez Azure. Historiquement, on a démarré sur Amazon parce que c'était le premier des grands clouds, on va dire. Hum, Mais graduellement, on s'est étendu sur l'ensemble des clouds parce qu'effectivement, on voulait offrir au marché cette capacité à ne pas dépendre d'un seul acteur directement. Et donc, d'où cette ouverture qui s'étend sur les modèles notamment. Mais pas que, il faut voir en fait Snowflake comme un écosystème. C'est un écosystème de partenaires, évidemment. C'est un écosystème qui se bâtit même au-dessus de Snowflake. On a pas mal de solutions aussi de partenaires qui se développent. Bah, à partir du moment où tu as cette capacité à avoir la donnée à un endroit et ne pas avoir à la démultiplier à différents endroits, ça te permet de pouvoir créer des applications qui vont tirer directement parti de ces datas sans les sortir. Donc, tu as un aspect sécurité qui est quand même très intéressant, un aspect gouvernance, et qui va te permettre de s'assurer que l'application ou les modèles que tu pourras faire tourner se reposent exclusivement sur tes datas, et donc d'avoir quelque chose qui est vraiment propre à toi et à ton entreprise. Et aujourd'hui, pour compléter, en fait, quand tu ouvres une instance Snowflake, si demain tu peux aller sur le site Snowflake et en 5 minutes ouvrir une instance et un compte de démo Snowflake et tu seras provisionné avec des crédits Snowflake qui vont te permettre d'utiliser la solution. Et si tu le fais, tu peux choisir l'endroit dans lequel tu veux que tes données reposent. Donc à la fois le cloud provider et la localisation physique. Dans quel data center tu souhaites que tes données se reposent. Donc tu peux le mettre à Paris, mais tu peux aussi l'ouvrir à peut-être à, je ne sais pas si on a un data center à Rio Regardez, je peux ou au regarder. Portugal, mais imaginons, si j'extrapole, je crois qu'il y a à peu près une soixantaine de localisations possibles de Snowflake partout dans le monde. Et donc, ce qui permet aussi à des entreprises de dire, je veux que ma data elle soit au plus près de mon infrastructure. J'ai une infrastructure de production SAP aux États-Unis et j'en ai une en Europe et j'en ai une en Asie. Et en fait, je vais ouvrir trois instances Snowflake, une dans chacune de ces régions, qui va travailler localement sur l'infrastructure et sur la donnée, que je vais consolider avec le système de mécanisme de data sharing à l'intérieur entre elles pour qu'elles puissent dialoguer. Donc, tu vois, tu es capable de construire ce network de bases de données hum. à l'intérieur d'une organisation sur at scale, sur des grandes organisations, pour avoir toujours une logique où ta stack data, elle est au plus près de ton infrastructure, de tes traitements autres. Voilà. Ouais, très, très, très smart. Euh, Cet écosystème, vous le qualifieriez de PaaS ou de SaaS? Nous, bah, c'est plus du SaaS, hein. C'est plus Ouais. du SaaS. Ouais. Nous, on est vraiment orienté SaaS. Je retrouve un petit peu, il y a des logiques, si tu veux, que j'avais connues chez Salesforce. Salesforce est venu disrupter la partie CRM où Hum, on était historiquement sur des logiques on-premise et là tout d'un coup on a mis dans la main des commerciaux un CRM capable de fonctionner sur un iPhone et avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Et Snowflake, c'est un petit peu à l'image de Salesforce, c'est-à-dire on vient donner énormément de simplicité à l'utilisateur. Donc on est vraiment orienté ça, c'est-à-dire que ok. on vient gérer pour un client l'ensemble de ce que je disais au début, c'est-à-dire la mise à disposition, on gère l'infrastructure, on gère la sécurité de la donnée, on gère la gouvernance de la donnée et on va vraiment permettre à tous les utilisateurs de vraiment travailler sur l'impact de la data dans leur organisation. Mais on va dire tout ce qui est en dessous, Snowflake va le gérer de manière native. Et c'est ça qui plaît à nos clients, c'est-à-dire la capacité à avoir quelque chose qui est complètement managé et qui permet d'avoir des time to value, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus vite sur l'impact de la donnée ou l'impact du cas d'usage, plus que sur le provisioning d'une infrastructure, le provisioning de règles de sécurité, etc., etc.
Donc ouais, on est vraiment dans la philosophie, nous, plutôt un SaaS qu'un PaaS. Et c'est ce qui fait aussi la différence par rapport aux outils du marché que tu citais et qui sont natifs dans les cloud providers, par exemple. Très bien. Merci de ta réponse, Arnaud. Il y a quelque chose qui revient souvent chez Snowflake, et c'est pour ça que d'ailleurs que je posais la question SaaS ou pas, c'est parce que vous parlez souvent de séparation du compute et du stockage. Mm. Et si j'étais un utilisateur lambda, donc un utilisateur de SaaS, je me poserais en fait pas trop cette question, mais vous insistez là-dessus et je me demande techniquement d'abord ce que ça veut dire. Et ensuite, je pense que ça a un impact très fort sur le prix total de l'exploitation de data. Si on est capable de scaler de manière séparée le compute et le stockage, il y a des choses à jouer, quoi. Vous pouvez Mm. m'en dire plus sur cette séparation? Est-ce que tu veux savoir sur cette séparation? En fait, grosso modo, le stockage, d'abord, bah, c'est du S3, enfin du S3 compatible, hein, du block storage, tout simplement. Je viens y stocker ma donnée. Donc, le stockage, déjà, pour parler d'un point de vue coût, c'est très, très peu cher. C'est très peu cher parce que c'est, je vois à peu près les prix du marché. Les trois clouders Ça sont à va, peu près à ça va augmenter cette année. Attention, on va en parler d'ailleurs. Enfin, ça reste néanmoins très Oui, accessible. Ensuite, une clairement. fois une fois qu'on a cette donnée, encore une fois, l'intérêt, c'est aussi l'unicité de cette donnée. Donc, on va avoir une donnée qui va être à un endroit qui ne va pas forcément avoir à être dupliquée, et donc pas dupliquer mes coûts non plus de stockage. Derrière, c'est le traitement qui va être démultiplié. Historiquement, dans les bases de données, tu parlais des bases de données ou même des data warehouse, tout était intégré. Tu avais une version, on va dire, un peu monolithique qui t'obligeait grosso modo soit à rajouter du stockage, tu le disais en préambule, soit à rajouter du compute pour pouvoir être capable de pouvoir traiter les différents workloads qu'il y avait à traiter. Nous, justement, cette séparation nous permet de s'affranchir de ça. Une fois ça veut dire quoi séparer le compute? Ça veut dire peut-être que Arnaud, c'est un data scientist et lui, il a un usage de la donnée qui va être différent de Jérôme, qui lui est un data analyst, qui va donc plutôt aller faire des analyses. Lui va lancer peut-être le calcul d'un nouveau modèle de scoring sur ces datas. Toi, Anthony, ça va être peut-être encore un autre usage de la data dont tu vas avoir besoin. Et finalement, tu vas avoir du coup trois computes séparés qui vont pouvoir être utilisés pour aller traiter de la même data et pour des usages différents. Et donc, ça va te permettre de pouvoir sizer vraiment ton utilisation du compute au plus juste. Parce qu'en fait, pour du ML, tu auras peut-être besoin d'une machine un petit peu plus compliquée, entre guillemets, que celle de Jérôme pour faire de la pure analyse de log, par exemple. Et donc voilà, c'est ça qui te permet d'être compétitif d'un point de vue prix, parce que tu as toujours la bonne taille de compute pour le bon usage, et qui va te permettre une multi-concurrence à la data, et donc de pouvoir aller tirer parti au maximum de la data que tu gères sur Snowflake. Et sans dupliquer la donnée ou sans, tu vois, réavoir des coûts de stockage différents, parce que tu as toujours une seule copie de la donnée au sein de Snowflake, même si tu as plusieurs concurrences effectivement autour. On a bien un parti pris dès le début qui était de dire, il n'y a pas vraiment de markup, c'est-à-dire que le prix de stockage dans Snowflake, c'est à peu près équivalent à ce que tu trouves chez les grands cloud providers. Donc on ne veut pas mettre de la limite pour nos clients au stockage de données dans une base de données qui finalement apporte beaucoup plus d'avantages parce que par nature, elle va permettre d'encrypter. On a aussi des mécanismes de compression automatique, c'est-à-dire qu'une donnée, dès qu'elle arrive dans Snowflake, on a un mécanisme de compression qui fait que, en gros, tu peux stocker 3, 4 fois plus de données que si tu les avais sur un format classique traditionnel. Donc en plus, Ah, le fait de rentrer dans notre SaaS, si tu veux, t'hérites de fonctionnalités qui vont optimiser ton stockage, ta compression, ton anonymisation, ta gouvernance. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est intéressant quand on tire un peu le fil, c'est-à-dire qu'au début, on a stocké de la donnée structurée parce qu'on était, entre guillemets, considéré comme un data warehouse dans le cloud. Et puis, en fait, on a ouvert notre plateforme à tout type de données. Donc maintenant, nos clients, ils stockent de la donnée structurée, historique, de la donnée semi-structurée, de la donnée non structurée dans Snowflake, dans le data cloud. Et ils tirent parti de cette donnée et ils tirent parti des règles automatiques de compression, de gouvernance de Snowflake. Et ça leur permet d'attaquer maintenant la donnée avec beaucoup, beaucoup de sujets autour de l'AI. Donc, on a beaucoup, beaucoup de sujets qui sont en train de se développer autour de l'AI. Et pourquoi c'est intéressant de le faire dans Snowflake? Parce que quand tu fais de l'AI at scale, tu as besoin de gouvernance et de sécurité. Sinon, tu ne peux pas scaler des applications, des LLM, etc. Tu as besoin de savoir qui accède à la donnée, comment on accède, comment elle est sécurisée, etc. Et donc, en fait, le fait d'avoir la donnée au sein de Snowflake, ça permet d'accélérer énormément tous les use cases autour de l'intelligence artificielle.
Très bien. Donc, si je comprends bien la chose, euh, j'ai autant le data lake d'un côté que je peux scaler à l'infini avec un prix raisonnable, que de l'autre côté, le compute, je devrais appeler ça, je ne connais pas exactement les produits qui sont disponibles, mais j'imagine qu'on peut synthétiser ça en disant des workers, un worker Ouais, AI ou exactement. un worker simple ou une fonction et plus encore. Et Mhm. bah, le stockage classique au giga par mois, le compute à la seconde ou à la minute d'exécution Exactement, c'est de ce que exactement je suis en train ça. de, ce dont j'ai envie de faire. D'accord, très bien. Exactement. Ça me C'est-à-dire que schématise très très bien la chose. Merci beaucoup. c'est exactement ça, c'est assez Vas-y, simple. On vas-y. a un modèle à deux variables. Tu stockes, il y a un coût de stockage. Et après, si tu computes pas, s'il n'y a aucun compute, tu payes zéro à part le stockage. Et dès que tu as des clusters de compute qui s'allument, ils sont facturés à la seconde. Donc c'est bien de le dire parce que c'est pas à la minute ou etc. C'est à la seconde chez Snowflake. Et en fonction de la taille de cluster, donc ce qu'on appelle des virtual warehouse, on va dire chez nous, en fonction de la taille, tu Mhm. vas payer différents prix à la seconde si tu veux qu'ils soient plus ou moins importants. Mais c'est exactement ce que tu as décrit dans le modèle de facturation. Et si j'ai bien lu, je peux avoir des workers qui font GPU et plus encore. Exactement. Absolument, absolument. C'est pour ça que tout type de C'est données peut magique. être géré. C'est Ouais. magique, bah c'est magique, presque. Mais c'est vrai que oui, tu peux C'est avoir du encore CPU, tu peux avoir humainement, du. mais c'est magique. Ouais, ouais, tu peux avoir du GPU, tu peux entraîner les modèles, tu peux faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses au sein de Snowflake maintenant. Ouais, tout à fait. Ce qui est réellement magique, sincèrement, c'est la simplicité d'usage de la plateforme. Ouais. Enfin, là, pour le coup, c'était voulu, on l'a dit tout à l'heure par les fondateurs, il faut que ce soit facile. Ils avaient même une vision que c'était un produit qui pouvait être mis dans les mains de mais vraiment n'importe qui. Ils étaient peut-être un petit peu, C'était peut-être un petit peu avancé, même si maintenant on commence à toucher du doigt ce qu'ils avaient en visée, je pense, parce qu'on commence à avoir des solutions qui permettent quasiment à tout un chacun de pouvoir interroger ces données en langage naturel et donc finalement de donner l'accès très, très facilement à la donnée, évidemment en fonction des droits auxquels on a droit les différents types de données, mais en tout cas, voilà, on touche du doigt ce qu'ils avaient comme vision de pouvoir démocratiser complètement l'accès à la donnée. Et on touche du doigt cette magie. Et Mm. en termes de magicien, Jérôme, mon Houdini de la communication, est-ce que tu as des questions? Bien sûr, j'ai des questions. Il y en a une qui m'est venue en tête directement quand j'ai vu un peu, quand j'ai lu l'historique de Snowflake et dont les deux fondateurs qui sont français. Il y a une question qui m'est venue et l'intention c'est pas de faire du French bashing. Attention, hein, je vous entends BFM TV et autres médias. Bref, est-ce que si Snowflake avait été créé à Paris ou je ne sais quelle autre ville en France, elle aurait suivi la même évolution aujourd'hui? Alors là, on est au bar, bien sûr, hein, on est au bistrot et Bon, bah, mets une petite Suze. Mais est-ce que il y aurait eu la même dynamique? C'est une bonne question. C'est difficile de répondre parce que je pense qu'il y a quand même deux choses qui sont particulières. Je pense à l'époque, en tout cas aux États-Unis. Maintenant, ça a changé. Là, on se replace il y a 12 ans. Donc, il y a 12 ans, on était quand même à un autre moment de maturité entre la France et les États-Unis. Et à l'époque, en tout cas dans la Silicon Valley, parce que c'est là que c'est né, c'était deux ingénieurs qui sortaient de chez Oracle déjà à San Mateo. Ils ont réussi à créer leurs produits parce qu'il faut imaginer que c'est des ingénieurs de base de données. Thierry Cohen et Benoît Dashville, c'est vraiment des ingénieurs de base de données. C'est pas des gens qui sont là pour créer des entreprises. Leur métier, c'est pas être entrepreneur, c'est de créer des bases de données. Et donc, il y a des personnes qui leur ont permis de faire ça en leur disant, on va vous donner des moyens importants pour l'époque et importants pour eux pour vous concentrer sur la création d'une nouvelle base de données qui est Snowflake et de créer ce produit-là. Et je pense que peut-être que à l'époque en France, il y a 12 ans, on n'avait pas encore cette capacité des fonds d'investissement à pouvoir donner comme ça, de manière naturelle et assez innée, à deux ingénieurs une capacité à créer un nouveau produit, du temps et de l'argent pour le faire.
Donc je pense que ça, c'était peut-être un petit peu différent à l'époque. Et après, le deuxième sujet qu'on a toujours entre les États-Unis et l'Europe, même si c'est encore en train de changer encore aujourd'hui, mais c'est le marché adressable tout de suite. C'est-à-dire que tout d'un coup, dès que tu as un produit, ben, tu as le plus gros marché du monde en termes d'entreprise qui est à disposition dans une seule langue. Et donc, ça te donne une capacité à scaler quand même beaucoup plus rapidement parce que tu n'as pas à te démultiplier. Si tu étais en Europe, tu aurais besoin d'avoir des équipes un peu localisées partout. Là, tu as quand même le plus gros marché d'IT du monde qui est tout de suite disponible. Donc, ça donne peut-être une capacité à scaler différente. Maintenant, moi, je veux pas insulter le passé. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais je donne juste ces axes de lecture qui peuvent permettre de comprendre Ok. pourquoi est-ce que Snowflake a cru de manière très importante dans un marché qui est très important. Voilà. L'idée, alors ce qui est bien, c'est que vous avez un pied un peu entre les deux, quoi, entre les Ouais. US et la France. Est-ce que les méthodes de travail diffèrent? Est-ce que justement, je sais pas, l'effervescence, la dynamique diffère chez l'un comme chez l'autre, ou la vision même de l'entreprise diffère entre les deux? Je pense que sur la vision d'entreprise, elle ne diffère pas du tout. Ce qui distingue, je pense, l'Europe et les États-Unis, et peut-être un peu plus encore en France, c'est aux États-Unis, ils sont quand même early adopters d'à peu près tout. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'ils ont sauté sur Snowflake très tôt aussi. Mais au-delà de ça, c'est que là-bas, en fait, il y a un droit. Ils y vont all-in, hein, souvent. Donc, quand ils se disent qu'une solution peut répondre à leurs enjeux, ils y vont. Ils y vont. S'ils s'aperçoivent que finalement, c'est pas le cas, ils ont cette capacité à pouvoir repivoter assez rapidement. Là où, en Europe, on est peut-être un petit peu plus frileux, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, on aime prendre le temps de bien comprendre les différentes solutions. On aime tester sur la longueur avant de prendre une décision. Voilà, ils ont une capacité à aller vite qu'on retrouve pas forcément en France. Alors on le retrouve, chez des plus petits acteurs, mais dès qu'on parle d'acteurs de taille un peu plus conséquente, c'est vrai que le Mm. cycle de décision est un peu plus long. Mm. Ouais, Après, c'est normal. vrai que nous, on a un pied, comme tu dis, on a un pied en Europe, un pied aux États-Unis. On a beaucoup d'ingénieurs, en fait, qui sont basés en Europe, qui participent à la création du produit. Donc, même au niveau du produit, bon, on a des ingénieurs qui sont historiquement versant de Mathéo dans notre siège social, mais on a aussi une grosse force d'engineering en Europe. Et on a forcément cette proximité culturelle avec les fondateurs, parce que Benoît est toujours le président des produits, Thierry est toujours là, à travailler aussi sur la roadmap produit. Donc, on a quand même cette influence européenne, française, qui est à l'intérieur de l'organisation. On a toujours une culture différente, c'est-à-dire qu'on a un produit, on a une simplicité, on a un go-to-market qui est assez partagé. Et après, on a aussi des spécificités sur la culture locale, la façon de gérer les équipes, etc. Donc, on adapte aussi notre management à toutes les spécificités qu'il y a en France, mais qu'il y a aussi dans d'autres pays d'Europe, puisque chaque pays d'Europe aussi a une culture particulière. Donc, il y a voilà, des façons aussi d'appréhender le marché dans chaque pays européen qui sont différents. Et puis après, encore une fois, au Japon aussi, ou dans d'autres pays du monde, puisqu'on est aussi présent en Asie, par exemple, ou en Afrique du Sud. Voilà. Donc, on adapte quand même le go-to-market à un certain nombre de cultures locales. Alors c'est bien parler d'équipe, etc. Justement. Là, il y a du sales, il y a de la vente, il y a du challenge. Demain, vous devez recruter justement un vendeur, un sales. Ouais. Vous allez prendre plutôt un technicien qui sait pas vendre ou un vendeur qui connaît strictement rien à la data. On va prendre un technicien qui sait vendre. C'est possible, ça, ou pas? Bah, je crois pas, j'espère. J'espère, ouais. Ou un vendeur qui aime bien la technique. Ouais. Mais c'est une bonne question. C'est une question qu'on se pose tout le temps quand on recrute. Parfois, quand on croise des profils. Bon, moi c'est vrai que en fait, par exemple, moi j'ai un profil, j'ai fait une école de commerce, quelque part, j'ai une fibre de vente, de vendeur au départ, et je l'ai été longtemps. Mais j'ai toujours eu, tu vois, une appétence technologique. C'est-à-dire que même quand j'étais enfant, je déconstruisais des PC, je remontais des RAM. Voilà, j'avais les premiers Thomson TO9 à l'époque, etc. Donc j'ai Une vécu, curiosité, là.
Ouais, j'avais une curiosité par rapport à la technologie et une appétence en fait naturelle par rapport à la technologie et j'aimais bien comprendre les concepts. Donc j'ai pas fait d'école d'ingénieur, j'ai fait une école de commerce, mais ça m'a donné un peu cette double fibre. Et ça, j'aime bien le retrouver chez des candidats. Et j'ai des candidats qui viennent d'écoles d'ingénieurs, ben, qui ont un background technique qui est très fort, mais qui ont cette appétence où je sens cette fibre, tu vois, que je sens chez la personne et qui vont avoir cette fibre pour la vente parce que on est quand même dans des métiers où quand tu es vendeur, il faut savoir adresser un client, il faut savoir écouter, comprendre son besoin, connaître son industrie, connaître ses problématiques, etc. Et ça peut être parfois en face de toi, tu as des gens qui sont très techniques, et puis parfois tu peux avoir des gens très métiers aujourd'hui, et tu dois pouvoir aussi les comprendre, ou très business, et tu dois pouvoir aussi les comprendre. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup avoir un peu des profils du haut là-dessus. Ok. Un ingénieur qui bascule un peu dans la vente, c'est un ingénieur qui s'ennuie ou il y a besoin de challenge, de Ouais, sport? c'est vrai. Il y a plein de Euh, raisons, probablement. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de raisons. Mais après, des ingénieurs qui basculent dans la vente, ils gardent souvent cette culture-là. Donc, et c'est souvent une force parce qu'en fait, ils sont capables d'adresser plus de personas dans une organisation qu'un simple vendeur qui va pas venir de cette tech. Donc, un ingénieur souvent qui monte sur la vente, il va avoir une fibre naturelle à les convaincre facilement des CTO, des data engineers, des Hmm. data analysts, etc. Parce qu'en fait, il vient de là, il parle le même On parle du langage. même langage. Voilà, exactement. Et il va devoir faire plus d'efforts pour aller parler à des personnes du business ou des directions générales. Et à l'inverse, l'inverse c'est aussi vrai. Donc, je pense que ce qui doit les attirer, c'est souvent le challenge et souvent la volonté d'apprendre des choses nouvelles. Je pense que dans les deux cas, si tu veux, c'est ça qui va les attirer. Ok. Alors là, c'est la question LinkedIn. Et je ne vous demande pas de dévoiler tous vos secrets de vente, de fabrication et que sais-je encore. Quel est, on va dire, l'argument qui fait basculer le prospect? Qu'est-ce qui le fait vriller pour dire, oh, putain, ouais, mais c'est Snowflake. C'est ça la réponse. Une bonne question, Jérôme. David, Qu'est-ce qui le fait vriller? Moi, je l'ai déjà vu quand même dans. Je vais répondre parce que sur un sujet que j'ai déjà perçu quand j'ai été dans des avant-ventes sur des démos de Snowflake. Et quand tu as une personne de Snowflake, un ingénieur avant-vente, qui rentre dans la plateforme et qui dit, regardez comment je viens chercher des données dans votre lake, je les ingère directement dans Snowflake. J'applique un gros traitement et voilà le résultat et voilà comment ça se passe et voilà en combien de secondes on est capable de le sortir. Alors que eux ils sont dans un système historique où ils galèrent pour extraire de la donnée, la mettre dans un autre système, dans un data warehouse, faire un traitement et puis ça peut prendre des heures, etc. Et quand là ils voient que en un claquement de doigts, j'ingère et je traite et j'ai la restitution, honnêtement, la capacité du moteur de calcul qui est ce qui a été créé au départ, elle est assez fabuleuse. Et j'ai vraiment eu des clients qui ont compris dans leur tête, parce qu'avant, quand on leur explique sur des PowerPoint, ils disent, ah ouais, ça a l'air bien, etc. Mais quand ils voient comment ça marche et comment c'est simple et comment c'est performant, honnêtement, ils basculent. Moi, j'ai vu ça Bah, dans pas mal d'avant-ventes, tu vois, mais c'est vraiment pas au moment des slides, c'est vraiment au moment de, tenez, on va vous montrer, on va prendre un exemple. Bah, tenez, on se connecte à une base de données, on va chercher un fichier qui fait plusieurs terras ou plusieurs centaines de terras, on va appliquer un traitement dessus et 5 secondes après, le traitement, il est terminé. Et là, le client dit, ah ouais, Simplicité, moi, résultat, quoi. moi, Ouais. ça me prend 5 heures. Ben, voilà. Et c'est là que ça. Ouais. Là, tu vois que ça. Tout d'un coup, ça fait switch, quoi. En bonne franglish, c'est le time to value. C'est cette capacité à pouvoir effectivement démontrer un résultat en quelques secondes, quelques minutes, en masquant totalement la complexité, parce qu'il ne faut pas, évidemment, t'imagines bien que tous les traitements nécessaires sont là quand même, mais c'est nous qui les faisons. Et donc, on masque une complexité qui est quand même assez colossale et on amène directement un résultat. C'est vrai que dans l'œil du prospect, tu sens quand même à un moment qu'il y a, ah ouais, ok, ok. Ça marche. En fait, ça existe et ça marche. Ok. Super réponse, Anthony. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah, C'est bravo. parfait. Ton micro est coupé, Anthony, au cas où, hein. Ouais. Oui, non, je suis complètement d'accord. L'effet démo, si on est sur une démo, waouh, ah, ça fait pivoter tout de suite. Ouais. Ah, ce qui est intéressant, l'effet démo, parce que l'effet démo, j'aime bien ce mot-là.
Nous, on utilise nos produits en live, tu vois, et j'insiste là-dessus parce qu'il y en a quand même beaucoup aussi qui viennent avec leur environnement, leur truc. Voilà, nous, Mm. tout est bien cadré, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On est assez 4x4 hein, chez Snowflake, on n'a aucun problème à venir dans un environnement où, en fait, on déboule, dis-nous où sont les sources, et puis on va te montrer directement comment ça marche. Et c'est ça aussi, si tu vois, c'est cette capacité à dire, ça va être facile, mais on va vous le montrer sur un vrai exemple et pas sur un truc un peu pipeau qu'on aurait scripté juste avant. Donc, c'est l'effet démo. Ben, nous, on prend le risque, en tout cas, d'aller montrer directement sur la base de produits réels en live et ça marche. Dernière petite question, Anthony, et ensuite je te rends le micro. Moi, j'aime bien. Il y a un truc qui m'interpelle. Bon, en ce moment, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. On va tous mourir et être au chômage. Mais plus sérieusement, vous travaillez dans la tech et dans la vente. Alors, la tech, on va dire, c'est l'IA et la vente, c'est l'humain, quelque part. Ouais, c'est vrai. Je vulgarise à mort, hein. Je suis pas Mais humain, quoi. en gros, comment vous voyez un peu l'évolution de la vente dans le futur? Est-ce qu'elle va être accompagnée par IA? Est-ce que l'humain est encore aussi important qu'avant la démocratisation de l'intelligence artificielle? Ou est-ce qu'on est tous voués à mourir, quoi? Tout simplement. Question BFM. Euh, L'IA est déjà là, on s'en sert au quotidien, elle nous sert justement à mieux servir les besoins des humains, je pense, au contraire. Hein. Je pense que, en tout cas, nous, côté tech, mais je pense que c'est vrai aussi côté sales, c'est un outil qui nous permet d'aller plus vite, plus loin. C'est pas quelque chose dont on considère qu'il va nous remplacer. Il nous augmente dans notre capacité. L'IA toute seule va pas savoir vraiment quoi faire. En revanche, si on est capable de lui indiquer le bon chemin, elle va nous aider à aller plus vite. Donc, moi, je vois pas l'IA comme une menace, mais je vois plutôt ça comme une source d'opportunité. ouais, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, mais aujourd'hui, on est vraiment plongé dedans, nous. C'est un vrai sujet et une vraie stratégie aujourd'hui au niveau de l'entreprise de se dire, en fait, comment est-ce que cette IA elle vient infuser un peu tout ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Donc, nous-mêmes, à titre personnel, en tant que consommateurs d'outils IA, on les utilise beaucoup pour gagner en productivité et être plus pertinent vis-à-vis de nos clients. Donc déjà, on utilise des outils du marché, tu vois, qui viennent sur nos messages, sur on va dire, nos systèmes de messagerie, etc., qui sont dopés sur des systèmes pour faire des synthèses de réunions, etc. Donc on a beaucoup de mise à disposition d'outils IA qui viennent nous aider à être plus productifs. Donc ça, c'est un premier niveau. Et après, il y a un deuxième niveau qui est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est comment est-ce que l'IA vient s'infuser dans notre plateforme et vient permettre à nos clients de faire des choses supplémentaires. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de commencer à toucher du doigt et je trouve que c'est assez fascinant. Moi, en tant que vendeur dans la tech depuis 25 ans, tu vois, j'ai rarement vu des disruptions où on se dit on est en train de proposer au marché des choses qui sont vraiment révolutionnaires. Et là, moi, ça me passionne parce que je vois qu'on est en train d'arriver à un sujet où on est en train de mettre à disposition de notre plateforme toutes les personnes de l'entreprise dans une organisation. C'est-à-dire que ce que disait David tout à l'heure, le fait d'avoir embarqué au sein de notre plateforme des modèles LLM, du marché, etc., des anthropiques, etc., aujourd'hui, on est capable de faire tourner une forme de chat GPT interne. Donc demain, tu peux, quand tu es au sein d'une organisation, tu as mis en place Snowflake avec tes règles de sécurité et de gouvernance, et tu peux interroger la donnée en langage naturel. Et il va y avoir à la fois une interrogation qui va générer une requête SQL dans ta data, concentrer, synthétiser la donnée, t'apporter un dashboard qui va être une réponse à ta question, mais en plus analyser ce dashboard en fonction de différents paramètres de ton organisation et t'apporter une réponse, on va dire, intelligente sur l'analyse de ton dashboard. Donc, tu n'as pas seulement, j'ai posé une question, voilà une réponse sous forme de dashboard, mais voilà un dashboard et voilà l'analyse qu'en tire la plateforme en fonction de toute la data que tu as dans ton organisation. Donc, et ça, nous, on l'utilise parce qu'on drink our own champagne, c'est-à-dire qu'on utilise Snowflake et elle est déployée à l'intérieur de Snowflake. Donc, on utilise, nous, au quotidien, tous les employés de Snowflake ont accès à ce GPT en langage naturel sur Snowflake. Et on voit les capacités immenses
que ça apporte en termes de connaissance de la data, de compréhension des processus, etc. Donc voilà, je suis assez passionné par ça parce que moi, je l'utilise au quotidien. Et quand je l'utilise, en fait, je montre à mes clients, y compris sur mon téléphone, comment je l'utilise au quotidien. Et tu parlais d'effet démo, c'est peut-être un autre effet démo aujourd'hui. C'est que quand je montre à un client que moi, j'interroge ma propre donnée et qu'il me sort des rapports, des analyses, etc., juste en posant une question en langage naturel, sur un environnement sécurisé de données, là, ça fait aussi un effet waouh. Voilà. On peut lui donner son petit nom, hein, c'est Snowflake Intelligence. Snowflake Intelligence, exactement, c'est notre, on va dire, chatbot interne, notre agent interne qui va requêter l'ensemble de la donnée qu'il y a dans Snowflake et aussi à l'extérieur de Snowflake dans une organisation. Donc, tu peux aller requêter de la donnée dans notre base de données, mais aussi sur des drives, du SharePoint, etc. Et t'apporter une réponse complète qui va intégrer l'ensemble de ces données. Ok, ouais, c'est un peu comme je vois un peu le truc. Moi, je le vois un peu comme une paire de lunettes. C'est-à-dire que nous, déjà sans les lunettes, on voit un peu quand même bien, etc. Mais s'il y a un petit problème de myopie, ben, en fait, les lunettes, elles vont nous permettre de voir des choses qu'on n'aurait jamais pu voir en Exactement. temps normal, en fait. Ouais. Exactement. Exactement. Voilà pour mes questions, Anthony. Je reviendrai peut-être tout à l'heure avec d'autres questions Plaisir. moins Peut-être, business. peut-être, sachant que tu m'as pris ma prochaine question. Merci. Je voulais lancer la trend Pas de quoi. IA de par moi-même, mais apparemment, Pardon, on a peut-être commencé à c'est l'effleurer un peu, c'est- effectivement. c'est pas grave, c'est pas grave. Ma petite question sur l'IA pour commencer, ce sera, euh, vu comment vous pouvez centraliser les données, vous pensez que Skynet choisira Snowflake pour, pour tout centraliser avant de partir? Il Non. nous a pas encore contacté, Anthony. Ah, mais je pense il va ouvrir plein de comptes, des milliers de comptes. Vous penserez que, il y a un afflux de clients, mais en fait, ce sera des robots qui font des trucs un peu bizarres. Typiquement, donc, vous avez intégré des LLM, mais j'imagine qu'il n'y a pas que des LLM, enfin, il n'y a pas que des LLM dans l'IA, et il y en a d'autres qui peuvent vous servir à d'autres usages. Par exemple, on parle de data lake, donc les gens pourraient très bien envoyer des images ou des vidéos. Est-ce que c'est le genre de traitement que vous pouvez faire chez Snowflake? Oui, tout à fait. Donc, tu as raison de rappeler qu'on parle de l'intelligence artificielle au sens large. Donc, on fait du machine learning, on fait tout type de traitement, en fait, finalement, sur les documents, enfin, sur les fichiers qu'on peut récupérer. Spécifiquement, bah, les fichiers multimodaux, donc tu parlais le texte, évidemment, des PDF, des images, des fichiers audio, des fichiers vidéo. On apporte finalement directement la capacité, et il y a certains de nos clients qui l'utilisent, à analyser des fichiers vidéo pour savoir précisément qu'est-ce qui se passe quand. Tu vois, une action dans un match de football, quand est-ce qu'il y a eu une faute sur Messi, par exemple. C'était aux États-Unis, hein, bien sûr. Je ne joue plus trop ici. Ou savoir ce qui se passe dans le record sur un call center, par exemple, pour comprendre un petit peu quel a été le sentiment qui a été véhiculé par le client, est-ce qu'il était content, est-ce qu'il n'était pas, qu'est-ce qu'on peut tirer. Et on peut même relativement vite, en fait, prendre des décisions basées aussi sur l'analyse qu'on fait de ces différents documents, que ce soit un film ou un fichier audio, pour dire, bah tiens, attention, peut-être qu'il faut lui proposer tel nouveau package à vendre à ce client de mobilité, de téléphonie mobile, par exemple. Donc oui, on apporte Oui. toute cette capacité intrinsèque sur la plateforme. Et encore une fois, on essaie de le simplifier. Donc de le simplifier. Tu vois, je parlais tout à l'heure des moteurs, on parlait de Hadoop versus SQL par exemple. Bah nous, parce Hum, que SQL, ça reste quelque chose qui est extrêmement populaire, bah décidé. on booste le SQL, tu vois, on fait du AI SQL, justement pour aller interroger, bah, tu veux interroger une image, tu veux interroger un fichier audio ou autre, bah, on a une petite fonction SQL qui va pouvoir le faire directement. Donc, toujours dans cette idée de n'importe quelle data doit être utilisable, exploitable, et de manière la plus simple possible. Ok. Et si on doit en revenir au LLM, aujourd'hui, je peux imaginer, je suis décisionnaire dans mon entreprise. Je peux imaginer que je sors mon Pixel Pro, mon iPhone, je vais sur l'application Snowflake et je dis quelles sont les entrées et les sorties d'hier et qu'est-ce qu'il y a remarqué et j'aurai une réponse. Exactement. Fait. C'est exactement ça. D'accord. C'est là la capacité, c'est pour ça que je te disais, tu vois, on est en train de vivre
un pivot un peu dans l'usage de la data au sein des organisations, parce que c'est ça dont on est en train de parler, c'est cette capacité à tout d'un coup à donner. Alors évidemment, il va regarder si tu poses cette question-là. Techniquement, on va analyser la question pour la comprendre. Donc on va faire appel à des couches sémantiques, etc. Après, Mm. on va faire une requête et on va se dire, est-ce que Anthony, il a le droit d'aller voir les données qui concernent ce match-là et cette minute-là, quelque part, tu vois? Donc c'est du airbag, c'est du airbag, etc. On Mm. va après aller chercher dans les différentes données et t'apporter une réponse. Mais oui, tu vois, il y a tout en fait, une suite d'éléments qui vont être importants sur l'analyse de la couche sémantique, sur la gouvernance et l'accès à la donnée. C'est ce qui permet aujourd'hui de déployer à l'échelle dans une organisation. Parce que bah là, s'il n'y a que toi et que tu es tout seul dans ton organisation, ou que vous êtes que deux, ça va, c'est simple le airbag. Mais, mais quand on a 100 000 personnes qui accèdent à de la Mm. donnée, et qu'il faut se dire, ben, telle personne a le droit à telle donnée et lui à telle donnée, etc., c'est un peu plus complexe. Et donc, Mm. si on revient aux fondamentaux, on est capable, nous, d'anonymiser, de donner accès à la ligne et à la colonne. Donc, tu vois, la cellule en particulier. Donc, ça, c'est quand même une C'est capacité dingue. de role-based access control qui est vraiment, vraiment importante au sein d'une base de données. Donc, voilà. Tout à fait. On en revient Et toujours à la gouvernance et à la sécurité. Pour déployer de l'IA à ouais, l'échelle, nous, ce qu'on exactement. pense, c'est que s'il n'y a pas les fondamentaux, c'est-à-dire ta data plateforme, ta sécurité et ta gouvernance, tu peux pas en fait, tu vois. Ok, et donc je peux venir demander, ça prendra à peu près combien de temps pour la question que je viens de poser? 5 secondes, 10 secondes, une minute? Enfin, prenons un contexte Ouais. Ouais. plus précis. Euh, disons que ma boîte stocke 500 TB de data chez Snowflake. Dans ces 500 TB, 400 TB de texte, peut-être 100 TB d'images. Quand je dis du texte, c'est surtout des chiffres, hein, entrée, sortie, comptable, peu importe. Une requête simple de trentaine de mots. Combien de temps ça prendrait sur mon téléphone pour m'afficher un résultat sans partir dans le LLM qui me décrit des graphes, qui me dessine je sais pas quoi. Juste, je sors de la douche, j'ai envie de lui poser la question que j'avais sous la douche. Combien de temps ça prendrait à avoir une réponse? Quelques secondes. Ok. C'est un petit peu comme quand tu fais appel à des LLM quand tu es sur Gemini ou sur un Un gros ChatGPT, tu Gemini ou un vois, gros cloud. Ouais. ça te fait souvent, tu as une trentaine de secondes d'attente on va dire entre une question et une réponse. Je dirais, ben, nous, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. On est à peu près dans ces mêmes performances. Là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que peut-être de se dire, tiens, sur des questions qui tombent souvent, si tu es à l'échelle d'une organisation et qu'il y a une population qui pose les mêmes questions souvent, je ne sais pas, moi, imagine une force commerciale, et ils posent tout le temps la même question, à ce moment-là, tu peux préparer des réponses à la question qu'ils vont poser, parce que tu sais que tous les jours, ils vont poser la même question. Donc, Hmm. on a moyen aussi, après, de travailler sur des pré-traitements qui te permettent d'avoir plus de vitesse encore dans la réponse. Parce que parfois, tu Ok. as des gens qui sont sur la route, qui sont, tu vois, on the fly, hop, je pose une question, je vais avoir une réponse très rapidement. Ouais. Et donc, tu as besoin d'avoir encore plus de vitesse dans ta réponse. Donc, on est en train aussi de travailler là-dessus. Très préparer, tu vois, des réponses qui vont arriver sur certaines questions. Ok. Très Et, computé. et, et, euh, et ça, c'est du traitement donc rapide. Enfin, faut replacer le contexte pour ce qui est de l'analytique et ce genre de choses. Si on retourne 10 ans en arrière, on peut attendre, on peut lancer une tâche et repartir et aller chercher un café, revenir pour avoir la réponse. Donc Mm. quand vous me dites, je demande la question à LLM, j'ai la réponse en moins de 30 secondes, je trouve ça déjà super. Revenons à des tâches qui prendraient un petit peu plus longtemps. Souvent, quand j'ai l'analytics en tête, j'ai l'image de Oracle qui montre souvent qu'ils sont sponsors de Formule 1. Mm. Et pour moi, l'image, elle est frappante parce que la Formule 1, c'est le symbole de la rapidité, tout ça, tout ça. Mais surtout, ils sont en train de dire qu'ils sont capables de remonter tous les analytiques des véhicules en temps réel pour pouvoir calculer mille et une choses. Snowflake est capable de faire ce genre de choses à la vitesse Mach 18 d'une Formule 1. Mm. Alors nous, on n'est pas dans la Formule 1, mais on est dans les Jeux Olympiques et on est dans toute Les Jeux la, Olympiques d'hiver avec Snowflake, j'imagine ouais, bien. exactement, d'hiver, t'as tout à fait, exact.
et on sponsorise notamment l'équipe de bobsleigh. Donc on est aussi, si tu veux, sur une Formule 1 des glaces, hein, un petit peu pour prendre Ouais, tout à fait. pour tirer la. Et oui, technologiquement, on est capable Du de streaming. faire du streaming de données et d'analyse en temps réel de données. Donc encore une fois, on tire les parties de notre capacité, de notre moteur, si tu veux, qu'on a créé au départ, voilà, qui est un moteur assez incroyable sur la partie capacité de traitement. Et on lui a ajouté une capacité de streamer la donnée. Donc, c'était pas au départ, mais peu après, on lui a donné une capacité de streamer la donnée. Et donc, maintenant, on peut faire effectivement des analyses temps réel sur la donnée streaming sans aucun souci. Et on fait d'ailleurs chez pas mal de clients aujourd'hui. Et ce moteur, est-ce une sauce secrète maison avec les ingrédients, les listes d'ingrédients et la recette dans un coffre-fort quelque part caché aux États-Unis? Est-ce que c'est open source ou est-ce que c'est Ouais, breveté? ouais, c'est alors. La capacité d'ingérer que mentionne Arnaud, ça c'est de l'open source en fait. Nous, Ouais. ça s'appelle de l'open flow chez nous, mais en fait c'est basé sur un standard du marché qui s'appelle Apache NiFi et qui te permet Ok. finalement de pouvoir aller récupérer de la data où qu'elle soit. Tu vois, on parlait de SharePoint, on peut Ouais. utiliser NiFi pour ça. On parlait des Mhm. senseurs IoT pour avoir des données en live. On peut passer également par voilà, par ce protocole-là. Et donc, en fait, on a cette capacité. On reste dans un monde très ouvert, parce que je te vois un petit peu venir, Anthony. On n'est pas une boîte noire, on est une boîte avec plein d'ouvertures sur le monde. On en parlait tout à l'heure sur le choix du cloud, on en parlait sur le choix des modèles qu'on peut faire tourner, mais c'est vrai aussi sur le traitement de la data, la gestion, on vient de parler, voilà, Apache NiFi, mais c'est vrai aussi sur le stockage de la donnée. On n'a pas mentionné tout à l'heure la capacité, parce qu'on a parlé exclusivement cloud, mais en fait, on pourrait imaginer d'avoir des clients, et on le vit en vérité, qui gardent une partie de leur data chez eux Mhm. sur un standard ouvert de type Apache Iceberg et qui permet eux aussi de pouvoir aller tirer parti de cette data-là. Pourtant, elle n'est pas chez nous, elle demeure chez le client. Donc voilà, on est dans un monde qui se veut ouvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but de Snowflake, c'est pas d'enfermer ses clients et de les empêcher de pouvoir bouger. C'est juste de faire le choix parce que ça répond à leurs enjeux. C'est tout. Et si demain, le moteur, ils en sont plus contents, qu'ils changent de moteur. Il y en a d'autres sur le marché. Nous, on a la prétention d'apporter le meilleur moteur et la meilleure carrosserie autour. Mm. Euh, Si vous deviez me donner les trois produits phares de Snowflake, quels seraient-ils? Hmm. Les trois fonctionnalités, tu veux dire, phare ou moi, je parlerais de parce qu'on a parlé du moteur. Ce qu'il faut aussi imaginer, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important dans notre modèle. Tu sais, on parlait d'être un produit SaaS. Et en fait, ce qu'on fait aussi, c'est que chaque année, en fait, imagine, c'est un peu comme, je vais prendre l'image de la Tesla, c'est-à-dire que tu achètes une solution qui s'améliore en permanence, et Hmm. notamment dans le traitement de la data. C'est-à-dire que, en fait, chaque année, on améliore, nous, notre capacité de traitement pour utiliser moins de ressources de compute pour un client. C'est-à-dire qu'un même traitement, tu vois, chaque année, en fait, année par année, on va baisser de 10, 15%, etc., l'usage de ressources. Donc, ça te coûte 10 à 15% moins cher, donc tu peux faire de plus en plus de traitements. Donc, en fait, on a une vraie capacité à aider nos clients à optimiser naturellement dans leur abonnement Snowflake le traitement de leurs données et après de faire plus pour le même prix quelque part ou de payer moins cher. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qu'on offre. Et cette capacité d'amélioration en permanence et de pas acheter quelque chose de figé, mais quelque chose qui évolue dans le bon sens en permanence, c'est un premier point important. Et le deuxième point, c'est effectivement les fonctionnalités. Alors après, peut-être que David, on pourra sur une ou deux fonctionnalités qui sont spécifiques. Je pense à Cortex Code peut-être Code, ouais. qui est vraiment spécifique à Snowflake, mais c'est aussi la capacité à donner à nos clients pour le même prix, parce que c'est que nous, on est un modèle, comme on le disait tout à l'heure, basé sur le stockage et le compute, mais on offre des fonctionnalités qui s'enrichissent en permanence. On a sorti près de 250 nouvelles fonctionnalités en un an qui sont arrivées. Donc c'est pour ça que c'est dur de choisir, parce on en offre beaucoup historiquement, mais en un an, on a sorti 250 nouvelles fonctionnalités avec l'arrivée notamment de toutes les fonctionnalités AI. Et donc, et ça, c'est disponible pour tous nos clients. Il n'y a pas de version, il y a une seule version de Snowflake, c'est multi-tenant et c'est disponible pour tous nos clients. Et donc, ça aussi, c'est assez magique
de se dire, ben, j'ai un abonnement et puis je vois que ma plateforme, mes fonctionnalités, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent qui me permettent de faire des choses de plus en plus exceptionnelles dans la plateforme et d'utiliser ma donnée de plus en plus sur plus en plus de cas d'usage. Donc ça, voilà, je voulais le highlighter, toi, comme une sorte de backbone dans la plateforme. Et je pense qu'on peut parler aussi de Cortex Code, peut-être David, en dire deux mots Ouais. là-dessus. Non, bah effectivement, moi, dans les choses que je trouve extraordinaires chez Snowflake, on a parlé de Snowflake Intelligence, qui est Ouais, cet agent conversationnel qui nous permet d'avoir une interaction avec la data. Moi, je le mets ouais, dans mon top 3 clairement. Le deuxième, il est plus récent, il s'appelle Cortex Code. C'est la capacité de pouvoir directement en langage naturel à nouveau, avoir une interaction avec la plateforme en tant que telle, et pas uniquement avec les datas, c'est-à-dire de lui dire, bah voilà, j'ai des données qui sont stockées à tel endroit, j'ai envie que tu fasses tel traitement, tu vois, j'ai envie de... aide-moi par exemple à pré-traiter, à filtrer toutes les données en entrée sur telle métrique, et il va Ouais. automatiquement me gérer mon code. Et là, ouais. on dépasse le champ des possibles, parce qu'en fait, ça, ce que je te dis là, c'est vrai pour la partie data engineering, en disant, bah, tiens, crée-moi les pipes qui vont aller justement me transformer ma data des couches bronze vers silver, vers gold, mais ça peut être vrai aussi pour un analyste, simplement, qui dit, bah, tiens, quelle est la requête à aller taper pour pouvoir directement aller requêter telle base de données, mais ça peut être aussi pour un administrateur de dire, bah, aide-moi à mettre en place, tu parlais tout à l'heure des règles de sécurité, notamment du data masking, qui permet de s'assurer que n'importe personne ne pourra accéder à des identifiants personnels, par exemple. Bah ça, Cortex Code va directement te donner le petit bout de code, la petite requête, la petite fonction que tu as juste à copier-coller et qui va te permettre directement, bah, soit de mettre en place un pipeline de data engineering, soit une requête d'analytique, soit une nouvelle règle de sécurité que tu voudras déployer. Donc là, on est toujours dans cette vision de simplifier l'usage, c'est d'apporter une capacité à générer du code dans le contexte de la donnée, dans le contexte de navigation dans la console Snowflake et de t'aider à faire tes opérations les plus simplement possibles. Mhm. Si je dois faire un parallèle, c'est un peu le cloud code, voilà, mais de Snowflake. Mhm. D'accord, ouais, c'est un très bon parallèle. Je te remercie. Et, et Si peut-être Snowflake... Vas-y ouais, Arnaud, peut-être vas-y. un dernier point, Anthony, parce que je pense que c'est important d'en parler, parce on l'a pas évoqué, mais il y a une fonctionnalité qu'on offre à tous nos clients qui est assez fabuleuse aussi, c'est qu'on offre à disposition, quand tu es dans ton interface Snowflake, on met à disposition de nos clients une marketplace dans laquelle il y a deux sujets qui sont vachement intéressants. Il y en a un, c'est une marketplace de données. On a la plus grosse marketplace avec des produits data sur étagère qui sont à disposition de l'ensemble de nos clients. Donc, on a plus de 3300 providers dans le monde qui fournissent de la donnée qui vient du monde entier et qui te permet de croiser ta donnée d'entreprise avec de la donnée qui vient de l'extérieur. Et notamment, dans le secteur financier, c'est très utilisé parce que tu as besoin, quand tu crées des produits de SICAV, etc., par exemple, de données qui viennent de Bloomberg, de Standard Poor's, de FactSet, etc., pour qualifier, quantifier tes produits financiers. Et donc, dans Snowflake, imagine, tu es dans ton interface, en quelques clics, tu vas dire, bah, j'ai besoin d'accéder à tel type de data. Alors après, tu as des règles potentiellement de paiement ou pas avec le provider de cette data. Et automatiquement, tu vas avoir cette donnée qui vient dans ton environnement Snowflake sans avoir besoin de ETL, etc. Tout ça de manière sécurisée, gouvernée. Donc il y a une partie data marketplace qui est la plus grosse sur le marché. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle des data applications. Et ça, c'est assez aussi révolutionnaire, je trouve. C'est qu'on a des fournisseurs d'applications métiers, hein. On a Mhm. des exemples français. Je vais te citer un exemple, une boîte qui s'appelle Imagino, qui est une startup qui a été fondée par les anciens fondateurs de ex-Neolan, qui était le moteur de marketing automation qu'avait racheté Adobe. Et donc ces gens-là, ils ont refondé une boîte qui s'appelle Imagino, qui est une Customer Data Platform. Et donc, tu as une interface métier pour les personnes du marketing, mais le moteur de traitement, c'est Snowflake. Et donc, cette application, tu peux aller la chercher directement sur cette marketplace. C'est une native application, donc elle va se mettre et s'installer sur ton environnement Snowflake et travailler sur ton environnement Snowflake. Donc, tu n'as pas besoin de te dire, c'est un SaaS extérieur, j'envoie ma donnée dans un SaaS extérieur, faut que je vois comment c'est sécurisé, etc. C'est l'application qui vient à ta data et non pas ta data qui va dans une application extérieure. Donc ça, je te Ok, prends l'exemple d'Imagino, mais tu as plein d'autres applications métiers qui peuvent être sur plein de sujets différents et que tu peux aller télécharger directement depuis Snowflake.
Donc ça, c'est assez révolutionnaire parce qu'en fait, si tu regardes le shift, quand tu veux te dire, genre, je suis dans une organisation data-driven et donc, en fait, je veux avoir un contrôle de ma data et je veux ramener mes processus métiers à ma data et pas à l'inverse, c'est-à-dire exporter ma data vers les processus métiers, c'est ce qu'on est en train de créer à l'échelle avec Snowflake. Voilà. Très bien. Tu vas pouvoir faire des folies avec tes pétabytes de données, Jérôme. Oh oui, ça va être le carnaval, là. Ouais, Pardon. ça va être le carnaval, exactement. Ouais. C'est quoi tes trois produits préférés, toi, chez Snowflake, Jérôme? Bah moi, ce que j'utilise tous les jours, c'est Snowflake Intelligence, hein. Bravo. Voilà. Et puis, il y a Cortex Code. Je sais pas si tu as entendu parler, là, on en parlait Ouais, brièvement tout à l'heure. tu m'en avais parlé l'autre jour. Comment ça a Voilà. amélioré ta productivité, oui. Bon, bref, voilà, hein, moi, c'est ça. C'est mon top 2 quoi. Sinon, est-ce que tu as des questions? Alors, ouais, le micro est toujours activé, ouais. Euh, Moi, j'ai une question que j'aime bien poser justement en podcast, donc à tous mes fans. Vous retrouvez cette question régulièrement. C'est, imaginons, on va dire que je fais du sensationnalisme, de l'alarmisme et de l'apocalypsisme. Mais imaginons, bon, ça va plus là, c'est la guerre, blablabla. Il y a une technologie que vous devriez garder. Technologie, pas forcément euh, type ordinateur, etc., hein. Ça peut être un arc, des flèches, je ne sais quoi encore, puisqu'à l'époque ça en était. Vous garderiez, alors subjonctif, qu'est-ce que vous garderiez? On ne sait même plus parler français, hein. C'est fou. Ah, le Brésil, le Brésil. Alors, toute technologie confondue, hein, on n'est plus dans l'IT. Moi, je garderais probablement, je sais pas si le phonogramme, enfin, tu vois, en tout cas, la capacité à pouvoir écouter de la musique. Ouais. Oui, pas mal. Et Arnaud? Moi, je pense que je garderai un briquet parce que pas pas parce que je fume des cigarettes, mais parce que je pense que le feu, si on est perdu et qu'on est sur une île déserte, c'est important parce que ça va me permettre de cuisiner comme j'aime bien la cuisine. J'aime bien ça. Mais voilà. Voilà, petite tambouille 3 étoiles Ouais, exactement. apocalyptique. Euh, Plus, on va dire, un peu plus sérieusement, c'est quoi un peu le... Alors moi j'avoue, hein, je suis beaucoup là-dessus. Alors c'est peut-être parce que je suis dans le marketing et je vois défiler des posts à longueur de journée qui parfois auraient tendance à me rendre un peu, comment on dit, pessimiste. C'est quoi le plus gros défi technique pour les années à venir? Que ce soit déjà pour Snowflake, mais aussi peut-être pour la tech en général. Alors ouais, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont en train d'émerger en ce moment. Euh, Il y a, euh, il y a un sujet évidemment d'impact bon, on a tous parlé de l'IA, etc., mais il y a un impact quand même de toutes ces technologies, notamment sur les ressources. Et donc je pense qu'il y a quand même un gros sujet qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu concilies innovation et respect de l'environnement, de l'épuisement des ressources, etc. Donc je pense que ça, c'est un vrai sujet d'interrogation, je pense, pour l'ensemble des boîtes de la technologie, d'arriver à toujours à concilier cette innovation et ce progrès avec ben, le respect des ressources. Donc ça, je pense que c'est pour moi, dans ma tête, un gros sujet. Voilà. Et après, il y a des questions aussi autour de ben, toujours la sécurisation de la data, la gouvernance, la souveraineté. Tout ça, c'est aussi des sujets qu'on a beaucoup et sur lesquels on réfléchit beaucoup, nous, mais qui sont des sujets d'actualité en ce moment. Ok. Alors une question, je l'ai dit en préambule, on pourra supprimer ou pas, c'est pas une question piège du tout, hein. Et je le ferai au montage, hein. De toute façon, je refais une passe au montage. Euh, c'est la question courage, c'est la question, mais arrêtez de dire ça. S'il y a bien un truc qui vous énerve, qui vous insupporte et que vous entendez tous les jours,
et vous n'ayez jamais dit peut-être divulguer ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous diriez? Putain, j'en fais du subjonctif, des conjugaisons laborieuses. Ouais, On reste dans le contexte IT, là, cette fois-ci. Plutôt, ouais, plutôt tech IT, ouais. Plutôt. technique. Écoute, moi, ce qui m'insupporte, c'est tout ce qu'on dit autour de l'utilisation de l'IA qui va forcément remplacer tout le monde demain. Moi, enfin, je n'y crois pas, encore une fois, et je trouve que c'est très pessimiste, c'est nier la capacité de l'humain à s'autoréguler, c'est nier notre capacité à être créatif. Enfin, voilà, je pense que moi, j'y crois pas. Voilà, c'est juste une évolution ou une réévolution supplémentaire mais qui va chambouler les choses, hein, y a pas de doute. En tout cas, elle va pas remplacer les humains. Mm. Ok, Chaque révolution, on a créé de nouveaux boulots, hein, sincèrement, et je pense que là, ça va être à nouveau le cas, hein, on bien parlait, tu sûr. vois, ces révolutions aussi autour des ressources. C'est-à-dire, je pense que ça peut nous aider justement à aller peut-être plus vite sur. Tu vois, moi, je regarde beaucoup de ce qui se passe avec ITER, par exemple, avec cette capacité à pouvoir générer de l'énergie du solaire directement ici. Je pense que ça va nous aider en fait à accélérer l'expérimentation. Enfin, il faut voir aussi tout ce que ça va. Moi, je viens de chez Google, on parlait, je sais pas, AlphaFold, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais d'avoir eu cette capacité à pouvoir directement savoir comment une protéine va se développer euh, et de manière, grâce à l'IA, on a cette capacité à pouvoir savoir exactement et donc de savoir comment on va pouvoir les soigner plus facilement des gens grâce à cette modélisation. Ben, moi, je pense que voilà, l'IA, elle est faite pour ça. Elle est faite pour demain soigner des maladies qui sont aujourd'hui incurables. Elles vont nous permettre d'accélérer des recherches scientifiques. Elles vont nous permettre de nous séparer, mine de rien, de tâches qui sont au final, au quotidien, un petit peu rébarbatives. Mais en aucun cas, elle va faire notre boulot. C'est-à-dire, voilà, on reste quand même des humains et on a besoin d'avoir, heureusement, des échanges entre nous. Voilà. Ok, donc vous entendez les gens qui disent qu'on va être remplacé, faut arrêter là, hein, 2 secondes. Donc Skynet, écoute, Skynet n'est pas encore là, voilà. dans le Voilà. podcast en tout cas. Sarah Connor, si tu nous On entends. n'est pas une intelligence artificielle pour le moment. Voilà. Non, mais Ok. moi ouais, je suis très, enfin, assez aligné avec ce que David dit, c'est-à-dire que tu entends beaucoup la technologie ça vient contre pas mal de choses. Et en fait, moi, je pense que de toute façon, l'avenir passe par la technologie. Donc après, il faut qu'elle soit utilisée à bon escient, comme tu le dis. Mais le progrès, il va forcément, foncièrement passer par ça. Donc, c'est notre capacité après, en tant qu'humain, à l'utiliser de la bonne manière. Mais c'est pas en arrêtant la technologie qu'on va résoudre les problèmes, en fait. Voilà, c'est ça un peu ma perception du sujet. Ok. Et toi, Anthony, qu'est-ce qui t'insupporte? À part les gens qui te piquent tes questions sans le faire exprès. Sur l'IA. Pas spécifiquement sur l'IA, mais beaucoup sur l'IA en ce moment, en fait, et un petit peu moins dans les dernières périodes, c'est l'engineering. Moi, je fais un travail d'ingénieur depuis 15 ans, mais je ne suis pas ingénieur parce que je n'ai pas les diplômes. Et j'entends des prompt ingénieurs, des NFC ingénieurs à l'ancienne, ce que tu veux en designer. Et je les écoute, hein, je ne suis pas non plus pessimiste. Je les écoute, je regarde ce qu'ils font. Et je me rends compte qu'avec 100 lignes de Python, souvent, je pourrais révolutionner sa vidéo YouTube de 20 minutes. Et ça me rend fou. Des gens qui prennent un sujet qui vient d'arriver, qui sont ingénieurs dessus, alors que ça fait 2 mois que le sujet existe, et qu'il y a des vrais ingénieurs doctorants qui travaillent dessus depuis 15 ans. Voilà, Merci de m'avoir permis de lâcher ça. Ça me fait plaisir. Ça fait du bien, hein? Ça me décharge. Catharsis, hein? Ça me décharge. Ouais. Ça me décharge. Ça fait plaisir. Je peux passer à la partie suivante, monsieur T? Je t'en prie, je t'en conjure. Ok. La partie suivante, c'est le Cloud Client Simulator. Alors, c'est une petite chronique. C'est la première de 2026 d'ailleurs, où on va vous poser 2, 3 questions en tant que client cloud ou prospect. Et dites-moi ce que vous pensez, ce que vous réponderiez à ce prospect, à ce client, etc. On commence avec le stage number one. Jean-Claude.
Alors Jean-Claude, il est CEO d'une petite compagnie de traitement des eaux usées. Et ils ont des contrats avec beaucoup de villes en Europe. Et ils remontent beaucoup de data dans leur base de données. Leur base de données, au bout de 15-20 ans, elle commence à prendre de l'espace. Il y a pas mal de problèmes qui arrivent. Qu'est-ce que vous lui dites à Jean-Claude? Bah, Jean-Claude, on va pouvoir t'aider. On va... Quels sont tes problèmes de base de données, Alors, Jean-Claude? On va l'interroger sur ses on a problèmes. une, on Et a une petite puis, DB MySQL. Ah, elle est là. C'est pas elle qui prend le plus gros problème. Le plus gros problème, ouais. c'est parce que son petit cousin Théo, à un moment donné, il lui a dit, mais arrête de te prendre la tête avec les schémas, prends du MongoDB, tu vas être NoSQL, ça va être plus simple. Et du coup, toutes ces sondes, elles remontent les choses dans sa MongoDB avec des formats un petit peu bizarres parce que des fois, il a des sondes chinoises, des fois des polonaises, et du coup, des fois, il a du Celsius, des fois, il a du Fahrenheit, mais c'est pas grave. C'est MongoDB, c'est logique, c'est fait pour. Et au fil du temps, bah, ce MongoDB, il fait à peu près 150 Tera. Du coup, ça commence à être problématique. Et 150 Tera par région. Hmm. Et là, il se pose la question de comment on fait. Et du coup, il a entendu parler de Snowflake. Il a appelé Arnaud. Il est tombé sur David. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bah, il a un mauvais cousin, hein, Pas dit. Là, on va lui, je pense que on va s'asseoir un petit peu avec lui. Ouais. On va écouter où sont. On va essayer de vraiment s'intéresser à son problème parce que c'est ce qu'on essaye de faire avec nos clients. Donc, on s'assoit, on analyse, on comprend où est-ce qu'il y a des bottlenecks, où est-ce qu'il y a vraiment des choses qui font mal. Donc, on essaye d'analyser ça, on essaye d'analyser son architecture actuelle. Et ensuite, on va lui permettre en Qu'est-ce qu'il général cherche à faire? voilà, de savoir qu'est-ce qu'il cherche à faire demain aussi. Qu'est-ce qu'il fait pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il cherche à faire demain. Et une fois qu'on a compris tout ça, on va potentiellement lui designer une architecture future dans laquelle on va lui expliquer, à quoi ça va ressembler son architecture de data avec justement toute son ingestion et son partage avec toutes ses filiales, etc. Et de deux, on va lui dire, ben voilà ce que tu pourras faire demain que tu ne fais pas aujourd'hui. Et puis, peut-être que de trois, on va lui dire aussi, ben, on va te faire une analyse. Une fois qu'on a fait le niveau d'architecture, qu'on a fait l'impact fonctionnel, on va faire aussi une analyse de tout ce que ça te coûtait avant avec toi. On va t'aider à modéliser un business case, c'est-à-dire de se dire, ben, voilà combien ça te coûte aujourd'hui, à la fois tes traitements, à la fois ton hardware, ton infrastructure et les coûts de traitement autour de personnes qui travaillent. Et puis, on va essayer de lui modéliser pour dire, ben, voilà dans Snowflake ce que ça coûterait pour qu'il ait une idée de combien ça lui coûte avant et combien ça lui coûte après. Et peut-être que même à la fin, certaines fois, on va aussi lui dire, on va travailler avec un partenaire pour te donner un petit peu le chemin de migration et comment est-ce que tu peux passer de l'une à l'autre, parce qu'une fois qu'il va se dire, ah ouais, c'est bien, ça m'intéresse, deuxième question qu'il va nous poser, c'est mais comment j'y vais? Et donc là, Hmm. on a toute une galaxie de partenaires qui travaillent avec nous aujourd'hui, qui sont des spécialistes Snowflake et qui peuvent dire à un client, ben voilà comment on va aller de ton point A à un point B chez Snowflake et en combien de temps, combien ça va coûter et comment est-ce qu'on va le faire de manière sécurisée. Ok. Donc voilà, Je vais en en grand parler à Jean-Claude. général, On va parler à Jean-Claude. faut en parler à Jean-Claude, quoi. Mets-nous en On- contact, Anthony, on lui parlera avec plaisir. Ah, mais j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. J'en ai- Et justement, on passe au stage number 2, Claudio. Claudio, qui est un prénom portugais, bien sûr. Ouais, Euh, Claudio, il a 1,5 pétabytes sur Cloud Storage de chez Google avec BigQuery et plus encore. d'accord. Euh, il a plein de personnes dans sa team d'analytique qui, tous les 2-3 semaines, font la petite erreur de lancer une trop grosse Grosse requête. disquette. Du requête, ouais. Et donc, de manière impromptue, comme ça, il se retrouve avec des factures qu'il ne peut pas gérer parce que, il ne sait pas combien ça va être, parce qu'il y a toujours des fluctuations de coûts comme ça. Il se pose la question d'aller faire chez un autre opérateur pour faire ce genre de choses. Et donc, le nom de Snowflake lui a été soufflé. Euh, Cependant, il a peur de migrer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Claudio? Pense- je pense que Cluedo, déjà, on va lui expliquer comment on gère sa facture. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, nativement dans Snowflake,
quels sont, en fait, on offre à nos clients. FinOps qui existe intrinsèquement sur la plateforme pour gérer tout ça, déjà pour qu'ils se l'évitent demain, et c'est important quand même Ouais. d'avoir cette capacité à pouvoir gérer ses coûts, à pouvoir les juguler, à pouvoir, enfin voilà, et ça c'est intrinsèque à la plateforme, c'est important qu'ils le comprennent. Derrière la migration, bah écoute, là à nouveau, il n'y a pas de réponse one shot, mais en fait on va pouvoir regarder s'il est content de Google de manière générale, on peut déployer Snowflake sur un Google, et donc la migration sera finalement relativement simple puisqu'on reste dans un environnement qui est contrôlé, qui est à peu près similaire, et donc qui va nous permettre de pouvoir soit bouger les workloads, enfin bouger les datas, pardon, soit ces datas peuvent rester peut-être directement stockées sur le GCL tel qu'ils le sont aujourd'hui, et on va aller les requêter directement. Donc en fait, le chemin de migration, il sera probablement pas très compliqué. Ce qui est important à nouveau de comprendre, c'est pourquoi on en arrive à cette situation-là, c'est pourquoi on a ces pics de dépenses, comment est-ce qu'on peut mettre une gouvernance en place pour pouvoir s'éviter de retrouver les mêmes problèmes demain, c'est d'avoir une capacité à l'accompagner pour, encore une fois, mettre des mécanismes qui permettent au plus grand nombre de pouvoir interroger la data comme ils en ont besoin. Hein. Ils ne font pas des requêtes pour se faire plaisir, mais essayer de lui proposer justement, au travers du airbag, alors on parle de airbag depuis tout à l'heure, mais c'est du role-based access control. Peut-être que tout le monde n'a pas le droit d'avoir la même big requête, et donc de, de- de l'accompagner voilà, dans cette mise en place des bons rôles, de la bonne gouvernance et des mécanismes de FinOps pour que ça marche bien. Ouais, je pense qu'on lui montrera aussi la capacité qu'on a en fait, dans Snowflake à établir des budgets par type d'usage. Donc tu peux te dire, tel utilisateur ou tel type d'utilisateur, je leur donne un budget maximum ou une taille de warehouse maximum. Donc en fait, tu peux contrôler ton usage, même s'il est très distribué, de Snowflake, avec des limitations que tu mets by design. Donc tu as un administrateur qui est capable de contrôler vraiment les coûts, tu vois, pour pas que ça devienne quelque chose sans limite, où effectivement, quand tu scannes une base de données, parfois dans d'autres outils, tu sais pas combien ça va te coûter. Dans Snowflake, tu es capable de le dire, puisque tu dis, je sais que combien de warehouse je vais mettre et combien de temps, et tu es même capable de le caper de toutes les manières. Donc, tu as tous les mécanismes, en fait, administrativement, qui te permettent de contrôler tes coûts, en fait, dans Snowflake. Ok. Hmm. L'audio va être satisfait. Je vais vous l'envoyer aussi. C'est sans aucun doute. On a maintenant le Stage 3. Alors, cette fois-ci, on a Marie Cloud. Marie Cloud, elle gère son infra on-premise. Ça fonctionne très bien. Cependant, elle aimerait utiliser Snowflake pour différents services, notamment l'IA, chose qu'elle ne veut absolument pas implémenter dans sa partie on-premise. D'autres services aussi de Snowflake qui peuvent être intéressants, qui n'ont pas besoin d'IA. Et son souci principal, c'est la privacy. Elle veut absolument pas que ses données sortent. C'est vraiment sortir de ton data center, déjà, ça la gêne. Mais elle veut quand même utiliser Snowflake. Comment peut-elle faire? Ouais, alors je pense que déjà on va la rassurer sur notre capacité justement. Tu sais, on a beaucoup parlé de airbag et de sécurisation, c'est-à-dire que dans Snowflake, dès que tu mets une donnée, tu as différents niveaux d'encryption, mais tu peux avoir une encryption à trois niveaux, entrée secret secure, avec des clés qui sont aussi stockées à l'extérieur de Snowflake. Donc par exemple, on a les mécanismes de Thales HSM, etc. Donc tu peux avoir des niveaux d'encryption à plusieurs niveaux avec des clés d'encryption à plusieurs distribuées chez plusieurs protagonistes. Donc en fait, on va la rassurer, je pense, sur dès que tu mets ta donnée dans Snowflake, en fait, il faut pas imaginer qu'elle est pas en sécurité. En fait, elle est en sécurité. Donc ça, c'est le premier élément, je pense, psychologique pour qu'elle se dise pas, ah, si je mets ma donnée, c'est embêtant parce que elle va être disponible plus facilement. Donc ça, je pense que ça va être le premier élément. Et puis ensuite, je pense qu'il va falloir la rassurer aussi sur le type de données et de stocker ou non dans Snowflake. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir un mécanisme où tu as certaines données qui restent dans son cloud, qu'on met dans un format Apache Iceberg, comme on le disait. Donc, t'as un format, c'est un format open source. Et on peut attaquer cette donnée sans forcément avoir à la recopier au sein du cloud Snowflake. Donc, on a plusieurs mécanismes qui permettent de travailler un peu en mode hybride si vraiment il y a besoin de travailler dans ce mode-là. Mais je pense que le principal sujet, c'est quand même de qu'elle soit rassurée sur le fait de se dire, ben, même si je mets ma donnée dans le cloud,
justement, Snowflake va m'amener une capacité, une garantie de sécurité supplémentaire, même par rapport à une donnée on-premise ou une donnée sur un data center privé. Voilà, c'est ça qu'on va essayer aussi de voir avec elle et de lui expliquer. Mm. Elle me dit que euh, Elle est elle pas loin. Elle est comprend pas loin, que Marie-Claude. Elle est non, pas loin, Marie-Claude. Elle est juste à elle côté. est juste Elle se hors champ cache. là. Elle se masque. Exactement. Ok. Elle me dit que ok, elle veut bien accepter que la donnée sorte, mais basiquement, est-ce que elle peut protéger la donnée de Snowflake? Enfin, disons que quelqu'un chez Snowflake veut accéder à sa donnée, est-ce qu'elle peut les protéger de Snowflake? Est-ce qu'elle peut protéger d'un État? Ouais. Si Snowflake protège et ne peut pas, l'État normalement ne peut pas. Et est-ce que l'intégrité de mes données est sûre? Enfin, par intégrité, j'entends que moi, de mon côté, enfin, elle, de son côté, dans son data center, elle peut update ses data et elle aimerait être sûre que c'est aussi que ces data modifiées en local sont intègres aussi de l'autre côté chez Snowflake, si elle doit faire une copie. Elle est chiante, hein, Marie-Claude, hein. Ouais, Marie-Claude, dis donc. Écoute, Elle est pointue. Elle est pointue. elle est pointue, Marie-Claude. Bah, ce que disait tout à l'heure Arnaud est totalement applicable. En l'occurrence, les clés, quand elles sont gérées par Marie-Cloud directement, nous, on ne les voit pas, ces clés-là. Ouais. Donc, des données qui seraient chiffrées chez nous et stockées chez nous, bah, on ne pourra rien en faire, basiquement. Donc, à chaque fois qu'on aura accédé à cette donnée, on fera un appel à son gestionnaire de clés qui est hébergé dans son data center pour pouvoir faire des opérations. Donc ça, déjà, tout État ne pourra pas accéder à quoi que ce soit, Exactement. parce que ce sera chiffré nativement. Ensuite, pour ce qui est de l'intégrité des données, bah, on offre directement dans cette couche de gouvernance cette capacité à pouvoir précisément savoir ce qui s'est passé sur les données. On offre même la capacité de faire du time travel, c'est-à-dire de revenir un petit peu en arrière pour voir l'état des différentes données et voir à n'importe quel moment, sous une fenêtre de 90 jours, savoir qu'est-ce qui s'est passé et donc revenir à un état initial si c'est nécessaire et de voir qu'effectivement une réplication s'est bien déroulée entre ma source et ma cible. Donc Mm. il y a l'outillage pour rassurer Marie-Claude. Mm. C'est un peu retour vers le futur, tu vois. On a une DeLorean. Pour mettre la date, pouf, deux Voilà, éclairs, tu mets éclairs la dans le date et tu ciel, peux revenir exactement. deux Tu reviens traces de feu 90 sur le jours en sol. arrière. Voilà, exactement. Elle est OK, elle est OK. Je vais vous Tu vas l'envoyer nous ça. l'envoyer aussi. Bah, écoute, Hop. c'est gentil, Anthony. Je vais être valide déjà, c'est On bien, a merci. on a bien fait de passer un peu de temps ensemble, hein. On a le stage 4 qui est le stage bonus cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est Anthony Monté, donc moi-même, qui vous a entendu parler de Marketplace. Et moi, je me dis, mais attends, Snowflake fait une Marketplace pour les gens qui cherchent de la data. Moi, j'en ai plein de la data, en fait, à propos de tous les clouds, à propos des perfs et des prix des régions, tout ça, tout ça. Euh, à- Dans quelle mesure est-ce que je peux m'inclure sur cette plateforme ou pas? Comment est-ce que je peux faire du fric en mettant mes données Eh là-bas? ben, c'est une bonne Et idée. plus encore. C'est une bonne idée. Anthony est un businessman, hein. Il a le sens des affaires. Euh, Yes, you can. Bien sûr que tu peux, ouais, ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs l'objectif, c'est que on a les entreprises qui consomment de la donnée, qui enrichissent des data products et qui revendent des produits de données sur cette marketplace. Donc tu as des gens qui se spécialisent dans ce métier-là. Euh, et donc, en fait, c'est vraiment l'objectif, c'est de mettre à disposition, d'offrir finalement une audience auprès de tous les clients Snowflake à des gens qui veulent revendre de la donnée ou des applications. Tu vois, on parlait de données ou d'applications, mais c'est de dire, bah, finalement, il y a 12 000 clients dans le monde qui consomment de la donnée, comportent potentiellement des besoins de data supplémentaires. Et si toi, tu as de la data, eh ben, viens sur cette place de marché. Et puis, soit tu la donnes parce que tu es un bon samaritain, Anthony, et je pense que tu es Mhm. aussi un bon samaritain, ou soit tu veux vraiment Oui. la monétiser et tu la vends également parce qu'elle a beaucoup de valeur. Et donc, tu la mets à disposition avec une valeur. C'est toi qui définis la valeur, c'est pas nous. Et Mhm. le reste de l'écosystème Snowflake va pouvoir l'acheter à la valeur que tu auras déterminée. Donc, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, on a beaucoup de data providers, effectivement. Il y a des fournisseurs de data météo, des fournisseurs d'à peu près tout type, hein. La data démographique. Pendant le Covid, il y a eu pas mal d'entreprises qui ont utilisé les data de démographie pour, alors ça peut être des labos pharma, ça peut être des retailers, etc.
pour savoir, pour prévoir l'ouverture de leur magasin, quand ils avaient le droit d'ouvrir, etc., etc. Donc, tu avais beaucoup d'analyses qui utilisaient de la data démographique à ce moment-là. Mais tu as des bases de données, tu vois, open, qui sont présentes aussi, tu vois, type INSEE, etc., qui mettent de la donnée à disposition et qui permettent à la communauté Snowflake de pouvoir travailler sur ces datas-là, de les croiser, etc., et d'en faire des extracts. Mais oui, Ok, Anthony, tu peux monétiser, tu peux te faire de l'argent. Si tu as de la donnée intéressante pour nos clients, tu peux aller sur cette marketplace et on sera ravis de t'accueillir. très bien, merci beaucoup. On est donc au final stage. On a terminé notre Cloud Client Simulator. Vous avez fait une très 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 bonne partie. Il me faut juste la tablette pour calculer votre score. Tu appelles Snowflake Intelligence ou pas? Ah, c'est pas faux. Je vais lui donner le record. Je vais lui demander de confirmer après le score avec les critères, etc. Vous êtes à 41 628 points, ce qui est un score très 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 honorable. J'ai envie de dire que vous avez atteint ça parce que vous avez le bonus stage, mais si vous avez eu le bonus stage, c'est simplement parce que vous êtes très performant et que la matrice vous a donné un stage en plus. Donc vous êtes dans le top 10, c'est sûr et certain, peut-être top 5, on va voir, j'ai pas le ranking en tête, mais bravo pour cette dedication à ce petit jeu qui est le Cloud Client Simulator. Non, mais on était ravis de Revenons participer à ce jeu. maintenant. Aucun souci. Tout le monde adore ce jeu, c'est fou, c'est fou. Revenons-en à nos superbes questions. Je vais pas vous assaillir tout de suite de questions et je vais simplement dire à mon super compère Jérôme, as-tu des questions? Moi, moi, j'ai une dernière petite question, beaucoup plus personnelle, et la direction ne vous en viendra pas à rigueur. Si vous deviez monter une boîte demain, et hors cloud, data, vous iriez dans quelle niche? Est-ce ce serait quelque chose qui serait lié à votre passion ou plutôt un truc qui vous trotte dans la tête depuis des années, des siècles, des semaines? Ouais. Euh, L'entreprise de briquet pour Arnaud? ouais, Peut-être. non, d'ailleurs, je vais peut-être prendre une passion de David, mais j'aimerais bien. Tu veux vendre du vin. Je vais pas, non, je vais pas vendre du vin, mais j'aimerais bien réparer des voitures. Ah, J'aimerais bien réparer des voitures parce que je suis un peu passionné d'automobile ancienne, et que j'aime bien la mécanique, et que je me dis, si jamais je pouvais avoir un pont élévateur et une voiture dessus et que quelqu'un m'enseigne un peu plus la mécanique, j'aimerais bien. Donc, je me dis que voilà, c'est quelque chose, si j'enlève d'autres aspects, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, de relier une passion à mon travail. Et en plus, ce que je pense que j'aime dans ces aspects-là, c'est d'arriver au bout des choses, c'est-à-dire de se dire, bah, tiens, j'ai un problème, je le résous. Et tu sais, la satisfaction de dire, j'ai réparé quelque chose dans une voiture, Le travail fait. du Ouais, travail fini et de la fini. réalisation, c'est quand même, je trouve, assez appréciable. Donc voilà pourquoi je pense à ça. c'est vrai qu'on a ça en commun avec Arnaud, mais moi, j'ai aucune notion de mécanique. Je dois malheureusement le Juste reconnaître. un utilisateur. J'adore les vieilles bagnoles, j'adore les voitures thermiques. Et ouais, ouais, j'adorerais avoir cette capacité de pouvoir retaper une bagnole, c'est sûr. Mm. Mais sinon, Une vendre du vin. vieille, ouais. Une vieille voiture Ouais, comme une F40 ou un truc comme ça, quoi. Pas Ouais, cher, un petit truc modestement, pourri, quoi. quoi. Oui, Enfin, modestement. Ouais. Et David, pareil du coup. non, bah Restauration. non, moi j'aimerais, mais comme j'ai aucune notion de mécanique et que j'imagine que tu veux quand même que ce soit à peu près réaliste, moi j'aime bien le vin, à boire, mais également à faire découvrir, etc. Je pense que ouvrir une cave à vin, peut-être, ouais, ça serait, c'est très terre à terre, très terroir, mais je pense que ça me plairait. Alors, question subsidiaire, Hmm. Bourgogne, Bordeaux ou Côte-du-Rhône? Écoute, je suis marié à une bourguignonne, donc je serai à Bourgogne. D'accord. Il faut, tu veux pas ouais, faire dans ce d'affaires. cas-là. Oui, T'as oui, fait des ménages. stratégique, encore une Oui. fois. Très bien. Voilà, réponse valide. Ok, voilà pour la petite question, Anthony. Bonus. Ok. Je vois derrière vous qu'il commence déjà à faire nuit chez vous, donc je vais pas vous retenir 6 millions de temps. J'ai quelques dernières petites questions.
D'abord, c'est une question un petit peu globale. Le prix de l'IT qui part en live, bon, pour les GPU, ça a toujours part en live, ça fait 5 ans. Mais pour la RAM et les SSD, ça commence, c'est un petit peu récent. Et là, on entend aussi les HDD. On ne Mm. sait pas trop pourquoi, mais c'est dans le tas. Est-ce que ça va changer quelque chose pour Snowflake? Écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que notre pricing list n'a pas été modifié depuis sur tous nos coûts de compute. Euh, Moi, depuis que je suis là, je ne l'ai pas connu modifié. Tu vois, ça fait 4 ans. Donc, j'ai pas tout l'historique depuis des créations de Snowflake. Mais dans un monde où effectivement les coûts de compute et le coût des cloud providers a augmenté, une capacité de nous avoir cette stabilité, c'est quelque chose qui a été plutôt apprécié par nos clients. Une capacité à leur donner de la prédictibilité sur le futur, sur des contrats aussi un peu plus longs, de 1 an, 2 ans, 3 ans, en leur garantissant des prix, ça c'est important. Donc, en tout cas, nous, on essaye de travailler là-dessus avec nos clients. Voilà. Ce que je peux te dire, c'est qu'on essaye de travailler sur le fait de figer les budgets pour pas qu'ils soient surpris par des augmentations de tarifs sur la durée. On n'est pas devin, mais en tout cas, moi, si je regarde un peu dans le rétroviseur sur ces 4 dernières années, c'est ce que j'ai pu constater. Très bien, merci de ta réponse, Arnaud. Ma dernière question, elle sera moins technique. C'est plus une demande qu'une question. C'est est-ce que vous avez un message que vous voulez laisser à nos audio téléspectateurs? Ça peut être un message, une phrase simple, ça peut être une recommandation de livre, de film, de ce que vous voulez ou d'une activité, mais un message que vous voulez laisser. Ah, elle est coton, hein, cette question. Ouais, ouais, ouais. Celle-là, elle est pas facile. Celle-là, elle est pas facile. Moi, à cette heure-ci, dans 1 heure, il faut que j'aille au karaté, donc j'aurais dit à tout le monde, faites un sport de combat, à minima un sport, et un sport de combat. Voilà. Pour pas me prendre la tête, j'aurais dit ça. Taper des Mais gens. faites un sport. Oui. Non, non, plus se faire taper en vrai, hein. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, Un conseil que vous voudriez voir appliqué à une large part de la population, que ce soit la population française, francophone ou mondiale même. Non, alors moi je vais rebondir sur la question que tu m'avais posée avant. Il y a un livre qui décrit un peu cette idée de se dire, qui s'appelle Éloge du carburateur, qui est un peu l'idée de se dire, on est dans des mondes aujourd'hui où on fait beaucoup de choses d'un point de vue professionnel, mais on voit pas toujours la finalité. Et donc, avoir en parallèle, à minima, ou faire des choses sur lesquelles tu vois la finalité. Donc, l'éloge Ouais. du carburateur, c'est quelqu'un qui, effectivement, devient mécanicien de moto et qui, avant, avait des fonctions complètement différentes et qui a écrit ce livre-là. Et, euh, et donc, je pense que moi, en tout cas, je me l'applique à moi-même, mais je parlais de la cuisine, je parle de la mécanique, mais avoir des choses où tu réalises et tu vois quelque chose que tu as fait de tes mains, je trouve que c'est gratifiant dans un monde où parfois on ne voit pas la finalité de ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, moi, s'il y avait peut-être quelque chose, un conseil, c'est lié à des passions et c'est là-dessus que je l'axerais. Merci Arnaud. Et Et toi, moi, David? bah écoute, moi c'est tout à l'heure, c'est Jérôme qui parlait de l'apocalypse, etc. Et donc ça m'a fait, pendant ce temps-là, je pensais moi à un livre que j'ai adoré qui s'appelle Ravage de Barjavel, où du jour au lendemain, il n'y a plus d'électricité sur Terre et il faut réinventer le monde dans lequel on évolue. Et c'est, bah, je trouve parfois, toi, j'y pense à ce bouquin. Parce qu'en effet, on repose extrêmement sur la technologie au quotidien, que ce soit bah, l'électricité, que ce soit enfin tout. Et si demain ça disparaît, bah, comment tu fais pour vivre dans ce monde-là? Tu vois, les Espagnols l'ont touché du doigt l'année dernière pendant quelques jours, Mm. pendant 2, 3 jours, et mine de rien, ça a été le chaos. Et bah, voilà, enfin, je pense que c'est plutôt prenons le temps, effectivement, et ça rejoint finalement un petit peu ton point, Arnaud. Là, on est dans le réel. Quand il y a plus d'électricité, on n'est que dans du contact humain, on n'est que dans de l'entraide, on n'est que dans du réel, entre guillemets. Et je pense que c'est Mm. bien aussi de se replonger un petit peu. Enfin, ce type de lecture nous aide à s'y replonger Ouais, aussi. ouais. Eh bien, merci messieurs. J'ai apprécié. Je vais aller regarder les références de ces deux bouquins, parce que les deux sujets ils m'ont intéressé.
Et si le sujet du jour t'a intéressé, audio téléspectateur, si tu es encore là après 1 heure et quelques de discussion, c'est que tu es quelqu'un de très curieux, quelqu'un de courageux et quelqu'un qui adore le cloud, je pense. Et moi, tout ce que je peux te demander, c'est une petite dernière chose. Tu mets les 5 étoiles sur Spotify, le like, abonne-toi sur YouTube. Tu vas me chercher sur LinkedIn, tu te follow, tout ça, tous ces réseaux sociaux. Et tu apprécies Cloud Mercato parce que nous, ça nous donne de la force. Et il me reste juste une dernière chose à faire, c'est de vous souhaiter une bonne journée à vous, messieurs, Jérôme, David et Arnaud. Au revoir. Merci beaucoup, Jérôme et Anthony, et puis bon carnaval à vous deux. Alors, hein, Profitez bien. profitez. Obrigado. Obrigado, exactement.